Mesdames, Messieurs, je vous propose de reprendre nos travaux de l'après-midi consacrés aux dynamiques juridiques nationales. Vous me permettrez, à titre liminaire, d'adresser des remerciements chaleureux aux organisateurs de ce cycle d'études droit du travail et droit de la fonction publique et de ce colloque inaugural dynamique normative et jurisprudentielle pour m'y avoir associé, pour m'avoir fait l'honneur de présider les travaux de cet après-midi. Nous allons plancher ensemble sur un sujet extrêmement classique, relation entre le droit de la fonction publique et le droit du travail, un sujet extrêmement classique qui a donné lieu à une littérature tout à fait considérable. Reste-t-il quelque chose à dire d'original sur les sujets qui seront traités aujourd'hui? Je crois que oui, pour un certain nombre de raisons. La première, qui est assez évidente, tient au fait que le sujet est en permanence renouvelé par les évolutions du droit positif, alors de manière plus ou moins importante, mais il y a des évolutions tout à fait significatives. Et la deuxième raison de cet intérêt sans cesse renouvelé du sujet tient au fait que ce sujet peut faire l'objet d'analyses extrêmement différentes, extrêmement diverses. J'en veux pour preuve un seul exemple, 2 rapports qui émanent de membres du Conseil d'État, mais qui n'ont pas été des rapports du Conseil d'État, qui ont été rédigés à titre personnel, l'un il y a 5 ans par le président Silicani, l'autre il y a 1 mois par le président Pêcheur, qui, sur le sujet qui nous intéresse, défendent des voix et des thèses tout à fait différentes. Donc il y a un sujet qui se renouvelle et il y a des oppositions de vues nettes, intéressantes, sur les questions ici en cause. Et il me semble qu'il existe deux grandes manières d'aborder le sujet, et je pense qu'on les retrouvera dans les travaux de cet après-midi. La première consiste à s'occuper de la question de la frontière entre l'application du droit du travail et du Code du travail et l'application de l'autre côté de règles de droit public et en particulier bien sûr du noyau dur que constitue le statut général de la fonction publique. Bon. Ici bien sûr une importance majeure de la jurisprudence du tribunal des conflits et je pense que le président Stirn, que je salue, et le président Lakabarats nous parleront notamment de la manière dont au tribunal des conflits cette frontière a été affinée, modifiée. Également, il y a, et de manière sans doute moins systématique et moins réfléchie que la jurisprudence du tribunal des conflits, de nombreuses interventions du législateur sur la question de cette frontière. Et qui dit intervention du législateur dit inévitablement, a priori ou a posteriori, intervention éventuelle ou probable du Conseil constitutionnel. Et je remercie particulièrement Yves Trouillou, qui remplace au pied levé le président du TI de la Motte. Je le remercie très vivement, le président du TI de la Motte, qui m'a prié de vous présenter ses excuses et qui n'est pas en mesure de présenter un rapport cet après-midi, nous parlera sans doute de 2 décisions du Conseil constitutionnel rendues à 12 jours d'intervalle, une décision d'essai, une décision QPC, l'une sur les emplois d'avenir à l'école, l'autre sur le statut des agents de France Télécom, seconde décision qui prend le contre-pied d'une position adoptée dans cette salle en 1993 par l'Assemblée générale du Conseil d'État, et qui dessine tout de même un tableau que je trouve un peu curieux, consistant à dire on peut être fonctionnaire sans mission de service public, et par contre la jurisprudence Berkani n'a pas de base constitutionnelle, on peut occuper un emploi dans un service public administratif à titre pérenne, sans pour autant être agent public. Bon, c'est une des petites facettes de ce sujet. C'est, je crois, le premier volet possible, le premier angle d'analyse possible de la thématique de l'après-midi. Le second, il est plus large, il est plus riche, il est potentiellement infini. C'est la question plus substantielle de l'originalité. On l'appelle originalité, on l'appelle exorbitance, on l'appelle autonomie, on l'appelle influence d'une branche du droit sur l'autre. Bref, des questions de droit substantiel. Et ici, je pense que nous serons tous d'accord pour dire qu'il y a 30 ans, on aurait pointé l'influence du droit de la fonction publique sur le droit du travail. C'était particulièrement net en matière de droit disciplinaire, par exemple. Aujourd'hui, on pointera de manière quasi systématique une influence inverse. Bon, le mouvement d'influence est très clairement renversé. Alors assiste-t-on, et je suis ravi
d'être entouré par les deux auteurs de cet excellent article paru dans la Revue française de droit administratif en 2010, assiste-t-on à l'émergence d'un droit de l'activité professionnelle qui subsumerait le droit de la fonction publique et le droit du travail. Peut-être aurons-nous de nouveaux éléments de réponse cet après-midi. En tout cas, je pense qu'Emmanuel Marc et Dirk Bogaert en parleront sûrement. Je voudrais clore ce très rapide propos liminaire par un constat, celui de la parfaite parité entre le droit du travail et le droit de la fonction publique lors de la séance cet après-midi. Alors, il y a un petit biais intellectuel dans mon propos qui tient au fait que les 5 intervenants qui vont s'asseoir autour de moi sont tous fonctionnaires. J'admets que c'est un petit biais, et ils ne sont pas tous soumis au statut général de la fonction publique, mais ils sont tous fonctionnaires. Cela étant, nous avons ici 2 qui s'expriment du point de vue ou du versant du droit public, le président Stirn, ma collègue et amie Emmanuel Marc, 2 autres qui s'expriment du versant privatiste. Mon collègue Bogaert ici présent, le président Lacabarat, et à 5, comment fait-on pour obtenir la parité? Eh bien, on appelle Yves Struilou, puisqu'on a ici la parfaite parité du conseiller d'État, actuellement au service extraordinaire de la Cour de cassation. Et donc, je lui passe sans plus tarder la parole pour le premier exposé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Si à ma connaissance, les droits et libertés garantis par la Constitution ne reconnaissent pas encore aux salariés ou à l'agent public le droit de se retirer d'une mission impossible qui lui est assignée notamment lors d'un colloque, à tout le moins le respect des exigences constitutionnelles qui découlent de la nécessité de préserver la santé tant de l'auditoire que de l'intéressé lui-même sont de nature à autoriser celui-ci à aménager l'objet de la mission qui lui est assignée. En effet, présenter dans une même intervention tous les aspects que peut revêtir le processus de constitutionnalisation des branches du droit qui encadrent l'exercice d'une activité professionnelle dépendante par un agent public ou un salarié relève de la mission impossible du défi. Il ne saurait, en tout état de cause, être question de dresser un inventaire exhaustif dans les domaines du droit du travail et de la fonction publique des décisions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel, mais également par les hautes juridictions qui se fondent sur les dispositions de valeur constitutionnelle. Même si, à n'en pas douter, le temps requis pour exposer un tel inventaire contribuerait certainement à la mise en œuvre effective du droit constitutionnel au repos au bénéfice des membres de l'auditoire. Faute de disposer du temps et des compétences requises, le propos se bornera donc à tenter de repérer les dynamiques du processus de constitutionnalisation des droits du travail et de la fonction publique, leur sens, leur évolution et notamment à apprécier l'impact de ces dynamiques sur les influences réciproques, puisqu'il s'agit du thème du colloque, qu'entretiennent depuis longue date le droit commun de la relation de travail subordonnée et le droit exorbitant de la fonction publique. Ces dynamiques sont exposées du point de vue qui est le nôtre, celui d'un juge qui se voit assigner, depuis la mise en place de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, une fonction nouvelle qui le place dans une position singulière, étant à la fois la source des questions et le destinataire des réponses. Pour cette raison, l'analyse sera centrée sur les dynamiques internes, la question des influences du droit communautaire et du droit international faisant l'objet de présentations particulières, même si, il faut en convenir, il est un peu artificiel d'isoler ces dynamiques de ces influences, comme le démontre l'actualité récente, s'agissant du contentieux donc, qui a été évoqué ce matin concernant les dispositions de notre Code du travail qui déterminent les règles de décompte des effectifs. L'examen du processus de constitutionnalisation en cours, qui a connu une accélération incontestable et manifeste par les effets de la QPC, conduit à formuler, me semble-t-il, la question suivante: ce processus contribue-t-il, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, à la construction d'un socle constitutionnel du droit de l'activité professionnelle qui s'attache non plus aux seules catégories d'agents publics ou de salariés, mais à d'autres catégories qui sont celles de travailleurs ou d'individus. Si le processus de constitutionnalisation donc, du droit du travail et du droit de la fonction publique s'est fortement accéléré à compter de la fin des années 90, début des années 2000, sa dynamique apparaît beaucoup plus marquée, beaucoup plus originale et singulière dans le domaine du droit du travail que dans le domaine de la fonction publique. Et cette accélération est d'autant plus marquée que, pendant une longue période, force est de constater que l'assise constitutionnelle de ces deux droits a été finalement relativement circonscrite. En effet, à la lecture, par exemple, de la table des matières de la 8e édition de l'ouvrage, paru en 1995, de Louis Favoreux et Loïc Philippe sur les grandes décisions du Conseil constitutionnel, seules 2 décisions se rattachent à l'activité professionnelle.
celle du 25 juillet 1979, relative à l'exercice du droit de grève à la radio et la télévision, service public à l'époque, celle du 20 janvier 1984, relative aux libertés universitaires, reconnaissant, vous le savez, comme principe fondamental des lois de la République, l'indépendance des professeurs d'université. Pour l'essentiel, en allant vite, jusqu'à la fin des années 80, les jurisprudences tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation et du Conseil d'État se sont polarisées sous l'angle constitutionnel autour de quelques questions très ciblées. L'exercice du droit de grève, la liberté et le droit syndical, le droit pour l'employeur de choisir ses collaborateurs et la liberté professionnelle du salarié. C'est bien évidemment le contentieux né de l'exercice du droit de grève qui a conduit le Conseil d'État à reconnaître, vous le savez, cela a été rappelé ce matin par le président Sauvé, par la décision d'EN du 7 juillet 1950, une portée normative au préambule de 1946. Puis la Cour de cassation, par un arrêt du 16 décembre 1954, qui malheureusement est un peu passé inaperçu, ou tout au moins tombé aux oubliettes, jugea que le congédiement d'un salarié motivé par le seul fait de grève revêtait un caractère abusif. Les faits étant antérieurs à la promulgation de la loi du 11 février 1950, et la Cour de cassation, à l'époque, pour reconnaître le caractère abusif du licenciement, se fonda sur les dispositions du préambule, lesquelles se voyaient reconnaître ainsi déjà une portée normative. S'agissant du principe de la liberté syndicale et des droits syndicaux, le Conseil constitutionnel s'est efforcé de préciser les conditions dans lesquelles ces droits, et notamment la liberté individuelle pour le salarié d'adhérer ou ne pas adhérer, pouvaient se concilier et devaient se concilier dans le droit matériel avec les prérogatives reconnues aux organisations syndicales. La liberté dont doit disposer l'employeur pour choisir ses collaborateurs a été reconnue par la décision du 20 juillet 1988 portant sur la loi d'amnistie comme un droit découlant déjà de la liberté d'entreprendre, sous réserve des restrictions apportées à cette liberté de résilier le contrat de travail s'agissant des représentants du personnel, restrictions qui répondent, selon le Conseil constitutionnel, à des exigences constitutionnelles. On peut d'ailleurs souligner que, s'agissant des collectivités territoriales, l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoit que l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions, a été regardé par le Conseil constitutionnel comme énonçant un principe conforme aux exigences de l'article 72 de la Constitution. Mais la motivation de la décision du Conseil constitutionnel montre bien que l'ancrage de ces positions se trouve dans l'article 72 de la Constitution. Enfin, c'est en se fondant sur la liberté du travail, garantie par la Constitution, sans plus de précision, que la Chambre sociale a jugé le 19 novembre 1996 que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et cette jurisprudence fut ensuite étendue à la clause d'exclusivité. Si l'on s'interroge sur les facteurs qui ont contribué à circonscrire cette assise constitutionnelle limitée, il nous semble qu'il y en a plusieurs. Premièrement, s'agissant du droit de la fonction publique, la place prépondérante qui est celle des dispositions de nature réglementaire, de part de la répartition des compétences, qui est celle de la Constitution, a limité par la force des choses les possibilités d'intervention du juge constitutionnel. Le juge administratif, de son côté, a eu recours beaucoup plus aisément aux principes généraux du droit, notamment au principe d'égalité, pour encadrer l'intervention des collectivités publiques dans leurs relations avec leurs agents. C'est ainsi sur le terrain de la méconnaissance du principe, je cite, de l'égalité de l'accès de tous les Français aux emplois et fonctions publiques que le Conseil d'État censura la mesure discriminatoire dont avait été frappé à l'époque M. Barrel. Le président Bruno Genevoix, dans son étude consacrée aux principes généraux du droit, a parfaitement expliqué les raisons pour lesquelles le juge administratif a utilisé de manière opérationnelle les principes généraux du droit. Cette situation s'explique historiquement, je cite le président Genevoix, par le fait que pendant longtemps, il était admis que la déclaration de 89 ou celle du préambule de 1946 n'avait pas de valeur juridique impérative et constituait simplement l'énoncé d'objectifs destinés à inspirer l'action du législateur. Dans ce contexte, le recours à la théorie des principes généraux du droit a permis aux juges, nonobstant les incertitudes juridiques affectant la valeur juridique du préambule, d'obliger l'administration à les respecter. Et on observe, en examinant la jurisprudence du Conseil d'État tout au long des années 70, la réitération de cette conception du préambule comme énoncé de principes généraux que le législateur avait la possibilité de moduler dans ses interventions. Le second facteur qui a borné, me semble-t-il, l'assise constitutionnelle tient également à une certaine réserve du Conseil constitutionnel. N'a-t-il pas fallu attendre finalement la décision du 28 janvier 2011, QPC, pour que soit explicitement reconnu par le Conseil que
la pleine applicabilité de l'alinéa 8 du préambule de 1946, s'agissant du principe de participation pour les fonctionnaires. Et donc, je dirais, ce phénomène de constitutionnalisation partielle, limitée, s'oppose à partir du milieu des années 80, de la fin des années 90, qui constitue les années charnières, un mouvement d'accélération beaucoup plus sensible dans le domaine du droit du travail que dans le domaine de la fonction publique. En effet, à partir de la fin des années 90, le Conseil constitutionnel est intervenu beaucoup plus activement dans le champ du droit du travail par ses décisions du 10 juin 1998 et du 13 janvier 2000 portant sur les 2 lois Aubry relatives à la réduction du temps de travail et par sa décision du 12 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale, censurant les modifications apportées alors au droit du licenciement pour motif économique, au motif tiré de ce qu'il y avait une atteinte manifestement excessive à la liberté d'entreprendre, résultant du cumul de contraintes apportées par le législateur au droit du licenciement. Il est à souligner que le Conseil constitutionnel n'a pas bâti ex nihilo sa jurisprudence. Il s'est appuyé volontiers sur la jurisprudence de la Chambre sociale et, ce faisant, non seulement l'a renforcée, mais lui a donné une assise constitutionnelle. 2 exemples. Le Conseil constitutionnel a repris la jurisprudence de la Chambre concernant les motifs économiques tenant à la réorganisation de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, ou sa jurisprudence concernant la cessation d'activité de l'entreprise totale et définitive comme motif économique autonome. Le Conseil constitutionnel a également repris la jurisprudence de la Chambre concernant le droit au reclassement individuel de chacun des salariés dont le licenciement est envisagé pour motif économique. Ce droit au reclassement, nous citons le Conseil constitutionnel, découlant directement du droit de chacun d'obtenir un emploi énoncé par le préambule. Et la dynamique est donc double, nous le voyons à travers ces exemples. La constitutionnalisation du droit du travail est aussi la constitutionnalisation de la jurisprudence. Et cette dynamique qui en résulte se prolonge elle-même dès lors qu'elle aiguillonne en quelque sorte et facilite la traversée de la Seine par la jurisprudence. L'exemple le plus topique, nous semble-t-il, est celui de la prise en compte par la jurisprudence administrative et le Conseil d'État, s'agissant du contentieux des salariés protégés, postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel que nous avons mentionnée sur la loi de modernisation sociale, la reprise de la jurisprudence sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise comme motif économique autonome justifiant la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé. Quant à lui, le mouvement de constitutionnalisation de la fonction publique, qui avait déjà été pointé par la doctrine au début des années 90, n'a pas connu la même force et le même dynamisme. Et pour reprendre les observations et l'analyse du professeur Fabrice Mellerès, cette constitutionnalisation est restée finalement toute relative. Les interventions du juge constitutionnel ont porté davantage sur la question des compétences respectives dans la matière de la fonction publique entre le législateur et les autorités administratives et à l'intérieur de celles-ci, que ce soit sur les règles de fond ou pour aménager les diverses modalités de recrutement des fonctionnaires. Une seule exception, je reprends les termes du Conseil constitutionnel, celui-ci s'est montré d'une particulière vigilance pour apprécier les dispositions législatives aménageant les possibilités et les modalités de recrutement des agents publics. Je cite toujours le Conseil constitutionnel. Il s'est montré intransigeant sur le fait que, quelles que soient les formes qu'elles revêtent, les modalités de recrutement aux emplois publics ne doivent pas permettre de procéder à des nominations qui méconnaîtraient l'égal accès des candidats aux emplois publics en fonction de leurs vertus et de leurs talents. Finalement, pour reprendre l'expression du doyen Vaudel, s'agissant de la constitutionnalisation du droit de la fonction publique, il y a eu pour l'essentiel une réception-transposition de la jurisprudence du Conseil d'État. Différenciation donc marquée à la fois sur le temps quant à l'intensité du mouvement de constitutionnalisation et quant à sa nature. Car dans le domaine des relations du travail, il y a une grande originalité, c'est la place reconnue par la jurisprudence du Conseil constitutionnel à la norme négociée, à l'accord collectif, comme norme à part entière, comme source de plein droit en matière de droit du travail. L'exposé de cette évolution que je vous présenterai sera très sommaire, car en fait il a été dépeint, présenté de manière exhaustive par le président Dutheillet de la Motte, et il a été repris par la doctrine. Il est désormais acquis, premièrement, que le législateur peut placer sur le même plan le pouvoir réglementaire et l'accord collectif pour définir les modalités d'application de la loi. Les bornes de l'espace qui est ainsi ouvert à la négociation ont été repoussées dès lors que le juge constitutionnel s'est refusé à exclure de la délégation de compétences du législateur aux partenaires sociaux
des domaines qui, a priori, seraient couverts par soit des principes de valeur constitutionnelle, soit relèveraient de l'ordre public. Ainsi, le Conseil constitutionnel a admis qu'il est loisible au législateur de renvoyer au décret ou de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités d'application des règles fixées par lui pour l'exercice du droit de grève. Par ailleurs, a été reconnue au législateur la faculté d'autoriser un accord collectif à déroger à une règle qu'il a lui-même édictée et à laquelle il a entendu conférer un caractère d'ordre public. Enfin, en refusant d'intégrer le principe dit de faveur au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au sens du préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a donné une seconde dimension à la négociation. Non seulement celle-ci peut intervenir horizontalement dans tous les domaines, mais également en profondeur, sans heurter une disposition ou un principe qui serait celui de faveur. L'amplitude de cette nouvelle dimension de la négociation contribue à définir une nouvelle architecture de la répartition, de la hiérarchie des normes de droit s'agissant du droit du travail. Et force est de constater qu'un tel déplacement de la répartition des compétences entre les autorités publiques ne peut pas se retrouver dans le domaine de la fonction publique, mais je renverrai aux interventions ultérieures quant au statut de l'accord collectif dans la fonction publique. Dans le domaine des relations entre agents publics et leurs employeurs, il nous semble que les chocs, en quelque sorte, sont venus de l'extérieur et notamment des jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne. En tout état de cause, le mouvement de constitutionnalisation nous semble avoir pris suffisamment de force pour dénouer, par exemple, un conflit de compétences survenu entre le Conseil d'État et la Chambre sociale, s'agissant de la détermination de la juridiction compétente pour connaître du contentieux né de la mutation d'un fonctionnaire, mais employé par France Télécom et exerçant des fonctions représentatives. Nous sommes au cœur de l'hybridation. Dans un premier temps, la Chambre sociale avait estimé qu'il incombait au juge judiciaire de mettre un terme à un trouble manifestement illicite résultant d'un changement des conditions de travail imposé à ce fonctionnaire, mais exerçant des fonctions représentatives du personnel, la mutation ayant pour effet de mettre fin à ses mandats. Pour affirmer la pleine compétence de la juridiction administrative, le Conseil d'État a tenu le raisonnement suivant. S'agissant du même fonctionnaire et de la même décision de mutation, je cite, « Il appartient à l'autorité administrative de veiller, sous le contrôle du juge administratif, y compris le cas échéant du juge des référés, à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du préambule de la Constitution. » Ce qui est remarquable, c'est que la décision du Conseil d'État ne s'adosse pas à la nature statutaire du régime du fonctionnaire, par opposition à la nature contractuelle de la relation de travail, mais que le Conseil d'État fonde sa position sur l'effectivité du principe de participation. Et la solution a finalement convaincu la Chambre sociale, laquelle, par un arrêt postérieur, a admis la pleine compétence du juge administratif pour connaître des effets de la mutation sur le mandat et de tous ces effets, y compris par l'intervention du juge des référés. Il n'est pas non plus indifférent de relever que la décision de l'Assemblée du contentieux du 23 décembre 2011 d'Antony caractérise comme une omission de nature à priver les intéressés d'une garantie l'absence de consultation préalable du comité technique paritaire en se fondant sur la circonstance selon laquelle cette garantie, je cite la décision d'Antony, découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacrée par le 8e alinéa du préambule. L'ensemble de ces décisions et leurs motivations attestent donc de la vigueur du mouvement de constitutionnalisation qui était en cours lors de la mise en place de la procédure de la QPC. Et bien évidemment, cette procédure a eu un effet d'accélération. L'impact est à la fois direct et indirect. L'impact direct est le plus visible, notamment sur le plan quantitatif, eu égard au nombre des dispositions passées, au crible d'abord du filtre de constitutionnalité et ensuite à l'examen, le cas échéant, du juge constitutionnel. S'agissant du droit du travail, ce sont tous les volets de la relation de travail, collectif, individuel, qui ont fait l'objet d'un examen par le biais de la procédure de la QPC. Ce sont donc tous les volets de l'activité professionnelle qui ont été en quelque sorte révisités, de la législation centenaire sur la réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, la portée de la faute inexcusable, en passant par les nouvelles dispositions de la loi du 20 août 2008, venant bouleverser, comme vous le savez, les règles de la représentativité.
D'une certaine manière, à observer le nombre de décisions rendues dans le domaine du droit du travail, mais aussi du droit de la sécurité sociale, on peut se demander si la procédure de la QPC n'a pas redonné vie au vieux couple que constitue le droit du travail, le droit de la sécurité sociale. Je fais référence par cette expression du vieux couple à un article du professeur Alain Supiot. Il ne nous semble pas que la force de la dynamique doive s'apprécier au seul regard du nombre de dispositions censurées, nombre qui est effectivement limité. Dans le domaine du droit du travail, le Conseil constitutionnel a pu censurer une inconstitutionnalité négative, 2 inconstitutionnalités positives, mais ce sont les réserves qu'il a pu formuler lors de l'examen des dispositions qui lui étaient déférées qui ont un impact majeur. Que ce soit, par exemple, les réserves concernant les règles d'indemnisation du salarié en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la part imputable à l'employeur, ou des limites du statut protecteur lorsque le salarié exerce des fonctions représentatives à l'extérieur de l'entreprise. Il n'est pas tout à fait exclu que le juge du filtre éprouve parfois une certaine déception à la réception des décisions du Conseil constitutionnel prises sur renvoi. Ainsi, la décision portant sur le mode d'élection des représentants des salariés et conseils d'administration ou de surveillance des sociétés conduit à un électorat à géométrie variable, selon que sont prises en compte ou non les salariés mis à disposition, selon que les représentants au conseil d'administration sont élus directement par les salariés ou indirectement par le comité d'entreprise. Relative peut-être déception quant à la décision sur l'utilisation des messageries électroniques des entreprises par les organisations syndicales qui conduit à pérenniser le droit existant. S'agissant du domaine de la fonction publique, un nombre très important de QPC a porté sur la législation des pensions. Les décisions de censure prononcées par le Conseil constitutionnel sont exceptionnelles, mais comme il a été indiqué, la procédure de QPC a permis à tout le moins au Conseil constitutionnel de préciser que le principe de participation énoncé au 8e alinéa du préambule était applicable aux agents publics et de définir les implications concrètes de ce principe lorsque l'organisme emploie à la fois du personnel de droit public et du personnel de droit privé. L'impact indirect nous semble tout aussi fort, même s'il est plus discret quand on se place à l'extérieur des juridictions. Il nous paraît multiple. Premièrement, dès lors que la portée des principes relevant du bloc de constitutionnalité est réaffirmée et précisée, les juridictions se sentent finalement plus libres, peut-être plus à l'aise, pour fonder directement leurs décisions sur les principes de valeur constitutionnelle. Quelques exemples pour illustrer cet effet aval des QPC. S'agissant de la question du bénéfice de la protection pour les salariés exerçant des fonctions représentatives à l'extérieur de l'entreprise, la Chambre sociale n'a pas hésité, postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel qui avait émis une réserve, d'étendre cette réserve pour d'autres cas de figure qui n'avaient pas été soumis directement au Conseil constitutionnel. Donc reprise de la réserve, soit à l'occasion d'une nouvelle QPC, soit à l'occasion d'un arrêt statuant sur un pourvoi, l'arrêt alors faisant référence expressément à la décision du Conseil constitutionnel. Récemment, elle a admis qu'exceptionnellement, le juge judiciaire pouvait déroger à la répartition des compétences fixées par la loi s'agissant de la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux, s'agissant des élections professionnelles, la loi imposant un accord unanime de toutes les organisations représentatives, la Chambre sociale a admis une dérogation à cette règle des compétences dans une hypothèse où, dans le premier collège, aucun des électeurs ne pouvait être éligible, le collège étant constitué uniquement de salariés mis à disposition. La motivation de l'arrêt de la Chambre me paraît devoir être retenue. La division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières du personnel, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leur sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du préambule. On retrouve le même principe. Deuxièmement, en précisant explicitement les garanties juridictionnelles dont doit disposer un agent public exerçant des fonctions représentatives au sein d'une administration, le Conseil constitutionnel aiguillonne le juge administratif dans son office en l'invitant à s'assurer que les mesures qui peuvent être prises par l'autorité administrative dans la gestion de son personnel ne sont pas en rapport avec les fonctions représentatives ou syndicales de l'intéressé, et les termes retenus par le Conseil constitutionnel sont très proches de ceux utilisés par le Conseil d'État s'agissant des représentants du personnel. Enfin, la procédure de la QPC a amené la Chambre sociale à apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives concernant des agents publics et des fonctionnaires, mais également des dispositions concernant les collectivités publiques. Et inversement, le Conseil d'État a eu à connaître de QPC portant sur des dispositions du Code du travail.
Ainsi, la Chambre sociale a examiné 2 QPC portant sur les droits du fonctionnaire en position de détachement à l'issue de ce dernier et renvoyé une QPC portant sur la situation des agents publics que sont les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Et elle a décidé du non-renvoi d'une QPC portant sur les transferts privés et publics de salariés. Était invoqué le moyen tiré de ce que l'obligation imposée par le Code du travail aux collectivités publiques de reprendre dans ces hypothèses les salariés de droit privé portait atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. De son côté, le Conseil d'État a examiné les dispositions relatives à la négociation au sein des entreprises. Ce mouvement donc croisé appelle nécessairement un renforcement du dialogue des juges, d'autant plus qu'il peut y avoir, et il y a eu, des QPC portant sur des mêmes dispositions. Je pense aux 2 renvois opérés quasiment simultanément par le Conseil d'État et la Cour de cassation sur les dispositions relatives à la journée de solidarité. Ces quelques exemples illustrent les dynamiques induites par la procédure de la QPC, laquelle se prolonge lorsqu'une même disposition est contestée tant sur le terrain de la conventionnalité que sur le terrain de la constitutionnalité, et peut-être que la Chambre aura à se prononcer, la Chambre sociale, sur la question de savoir si une autorisation préfectorale accordée à un employeur pour ouvrir son établissement le dimanche, et donc employer du personnel, peut être regardée comme un élément ayant valeur patrimoniale au sens du protocole additionnel numéro 1. La question qu'appelle l'observation et la présentation de l'ensemble de ces dynamiques est de savoir si, finalement, nous n'assistons pas non seulement à une accumulation de décisions, mais, de par des effets croisés, à la définition ou peut-être plus simplement au premier fondement d'un socle constitutionnel de ce qui serait un droit de l'activité professionnelle. Bien évidemment, le processus de constitutionnalisation n'est pas le seul déterminant de cette évolution. Il y en a d'autres, notamment les évolutions internationales. Mais il nous semble contribuer à une dynamique d'ensemble à plusieurs titres. Premièrement, le processus contribue à façonner un référentiel de normes supralégislatives qui est désormais commun. Certes, prenons l'exemple du principe de participation. Ce référentiel peut se décliner de manière différente selon que nous soyons dans la fonction publique ou d'une entreprise de droit privé. Mais en tout état de cause, le principe ne peut plus être pensé isolément de son assise constitutionnelle. Le salarié ou l'agent public qui exerce des fonctions représentatives, en tout état de cause, doit être protégé selon les modalités qui ont été indiquées par le Conseil constitutionnel. De manière générale, les règles propres à la régulation des relations de travail, qu'elles soient individuelles ou collectives, ne peuvent donc plus être pensées en fonction de la seule logique, soit statutaire, soit contractuelle, propre à chacune des sphères publiques ou privées. Deuxièmement, la jurisprudence du Conseil d'État n'a pas pour effet, en quelque sorte, de cristalliser 2 sphères étanches dans les domaines des relations professionnelles, la sphère publique, la sphère privée. Ainsi, s'agissant par exemple de la mise en œuvre du principe de participation, le Conseil constitutionnel, appréciant la constitutionnalité des dispositions applicables aux agences régionales de santé dans leur première configuration qui faisait masse des salariés de droit privé et des agents publics qui étaient représentés dans la même instance. Et le Conseil constitutionnel estimait que le principe de participation n'imposait pas d'isoler chacune des catégories d'agents ou de salariés dans des organes spécifiques. Troisièmement, non seulement la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne fiche donc pas les situations, mais finalement, en quelque sorte, elle autorise les déplacements de frontières, voire les chevauchements, de par l'effet combiné de 2 décisions des 12 et 24 octobre 2012 relatives respectivement à la situation des fonctionnaires employés par France Télécom et aux emplois d'avenir, et qui conduit à admettre, lorsqu'on cumule les effets de ces 2 décisions, d'une part, que des agents soumis à un statut de droit public peuvent être employés avec des salariés de droit privé dans une entité privée qui ne serait plus investi directement par la loi d'une mission de service public, d'autre part, que des salariés de droit privé puissent être employés par des entités publiques pour exercer des tâches se rattachant directement à une mission de service public administratif, y compris dans le cas où le service public en cause, tel était le cas s'agissant des emplois d'avenir, présente un caractère constitutionnel comme le service de l'enseignement. Sur le premier aspect, le Conseil constitutionnel, par une motivation assez cursive, n'a pas repris la position qui avait été adoptée en son temps par le Conseil d'État dans ses formations consultatives et qui était d'avis qu'il existe un principe constitutionnel selon lequel des corps de fonctionnaires de l'État ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution des missions de service public. Il convient simplement, et peut-être de souligner, que le Conseil constitutionnel a analysé les emplois d'avenir de professeurs comme un dispositif social d'aide à l'accès aux emplois dans l'enseignement et non comme un emploi public au sens de l'article 6 de la Déclaration 1789. Mais nonobstant, force est de constater un relâchement du lien entre service public, statut de droit public. Sous réserve
question qui n'est pas tranchée, selon les commentaires du Conseil constitutionnel, sous réserve des emplois dits régaliens, qui se rattacheraient donc à des services tels que la justice, la police et le service pénitentiaire. En tout état de cause, se dessine bien sur le plan constitutionnel ce qui semble être une césure dans les emplois publics, entre les emplois publics. S'ils ne comprennent pas l'exercice de tâches inhérentes à l'exercice par l'État de missions de souveraineté, il est désormais acquis que les principes constitutionnels ne font pas obstacle à ce qu'ils soient pourvus par des contrats de droit privé, la question du caractère obligatoire du statut public des emplois comportant l'exercice de prérogatives n'étant pas, à ce jour, définitivement tranchée. Enfin, s'agissant de ces effets, doit être relevé les effets induits de la procédure de la QPC qui remettent en cause les partages de compétences entre juridictions judiciaires et administratives. À chaque sphère juridictionnelle ne correspond plus nécessairement et exclusivement un corpus de règles propres que chaque juridiction aurait en charge de mettre en œuvre. Ainsi, la Chambre sociale a dû examiner le sérieux de la QPC portant sur les dispositions du Code du travail qui prévoit le caractère suspensif des recours présentés contre l'autorisation préfectorale temporaire d'emploi de salariés le dimanche, au motif que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, je cite la requête, compte tenu des délais nécessaires à l'examen de ce recours par le juge administratif couplé au caractère temporaire de l'autorisation du préfet. De son côté, le Conseil d'État a été amené à examiner une QPC qui portait directement sur la jurisprudence de la Chambre sociale et plus précisément sur son caractère rétroactif. Le Conseil constitutionnel n'ayant pas répondu ou directement tranché la question de la rétroactivité de la jurisprudence de la Chambre. En conclusion de cette première analyse de l'état actuel du processus de constitutionnalisation, il nous paraissent émerger plusieurs enseignements. En premier lieu, ce processus n'est plus l'œuvre du Conseil constitutionnel seul. Les hautes juridictions y jouent un rôle actif, non seulement comme juge du filtre, mais dans leur office ordinaire. La norme constitutionnelle ayant acquis désormais un caractère directement opératoire et judiciairement efficace qui guide le juge dans la résolution des litiges qui lui sont soumis. En deuxième lieu, ce processus peut-être renverser, à tout le moins freiner, la tendance qui avait conduit chaque branche du droit à se distinguer des autres, y compris et surtout peut-être à l'intérieur du bloc du social, cette diversification des branches entre le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit de l'aide sociale. Le social, finalement, a une unité. Enfin, compte tenu des enjeux et des intérêts en cause, de la propension peut-être plus forte dans le domaine des relations professionnelles à recourir au juge, ce processus affecte avec plus d'intensité et plus de vigueur et de rapidité les branches du droit qui traitent de l'activité professionnelle, que celle-ci se déploie dans la sphère privée ou publique. Alors finalement, l'évolution est-elle achevée? Évidemment non. En réalité, elle ne le sera jamais. L'évolution sociale est une chose infiniment complexe et qui dure indéfiniment. Or, le droit n'est en réalité que la sorte d'armature que revêt cette évolution. Tels étaient les propos, en conclusion, repris de l'ouvrage de Léon Duguy, « Les transformations du droit public ». Merci beaucoup. Donc, vous avez démontré que la mission impossible n'était pas impossible et vous m'avez comblé d'aise pendant une demi-heure avec un bouquet final sur Léon Duguy, qui n'aurait pas du tout aimé les décisions du Conseil constitutionnel, si l'on en croit ce qu'il écrit dans les transformations du droit public, où il fait, lui, pour le coup, un lien extrêmement clair entre service public et soumission à des règles de droit public. Pour ce qui est des agents publics, c'est extrêmement net. Enfin, après tout, il avait 100 ans après, il aurait peut-être pu changer d'avis, mais en tout cas, ça ne rentre pas du tout dans la logique de son système. Merci infiniment pour cet exposé très riche qui, je suis sûr, suscitera de nombreuses questions tout à l'heure. Mais je vous propose de poursuivre avec le professeur Bogart qui va, vu du droit privé, nous parler des rapports entre droit du travail et droit de la fonction publique. Mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, mon émotion est réelle alors que les organisateurs de ce colloque, que je remercie chaleureusement pour leur invitation, me donnent l'occasion de prendre la parole dans un lieu si prestigieux, et je remercie à cette occasion nos hôtes pour leur accueil chaleureux. Cette émotion est d'autant plus forte qu'il m'appartient de traiter un beau sujet, ce qui est une manière de dire qu'il s'agit d'un sujet difficile. Il m'incombe en effet d'étudier en 20-25 minutes, je crois, les rapports droit du travail, droit de la fonction publique, vue du droit privé. Face à un sujet aussi exigeant et compte tenu du temps imparti, il convient de revenir au stade de l'introduction à une bonne vieille méthode qui a peu de chances d'éblouir l'auditoire, mais qui déçoit rarement. Définir les termes du sujet pour avoir au moins le sentiment que l'on ne commet pas un hors-sujet. Qu'entendons-nous donc par droit de la fonction publique?
Nous l'entendrons ici dans un sens large qui vise le droit, qui définit le cadre dans lequel se nouent les relations professionnelles, individuelles et collectives, entre les agents, titulaires ou non, et les collectivités publiques et les emplois. Il y a là une unité qui est discutable, qui rend l'étude des rapports difficile, du moins du côté du droit de la fonction publique. Le droit du travail appelle-t-il réellement des développements en termes de définition? Pourtant, le terme pourrait ne pas paraître adéquat et même paraître quelque peu vexatoire. Le droit de la fonction publique est lui aussi un droit du travail, celui des fonctionnaires et au sens large, celui des agents publics. Venons-en au rapport. L'un des sens courants de ce terme tiré de plusieurs dictionnaires de langue française est le suivant: le lien, la relation qui existe entre plusieurs objets distincts et que l'esprit constate. Une remarque s'impose donc à ce stade. Étudier les rapports entre le droit de la fonction publique et le droit du travail, c'est d'une certaine manière partir du principe de l'admission de la distinction, de sa validité et de son opportunité. On trouve en doctrine des termes que l'on peut discuter pour décrire ces rapports. On parle parfois d'exorbitance du droit de la fonction publique, mais par rapport au droit du travail, est-ce un terme adéquat? Le droit de la fonction publique est-il vraiment dans un rapport d'exorbitance par rapport au droit du travail? Le droit de la fonction publique serait, selon d'autres, un droit dérogatoire, ce qui peut également se discuter. N'est-ce pas présenter le droit du travail comme un droit commun, qu'il n'est pas, notamment parce qu'il n'a pas de vocation subsidiaire, ni en l'état, de vocation particulière à s'appliquer, sauf dérogation admise par le droit à des travailleurs publics. Qu'il y ait des différences entre le droit de la fonction publique et le droit du travail, c'est évident. Qu'elles soient désignées techniquement comme relevant d'une dérogation, cela paraît inexact. Enfin, la présente intervention invite à porter un regard particulier sur ces rapports, puisque deux points de vue seront posés au cours de cet après-midi, celui d'une publiciste et celui d'un privatiste. Le point de vue qui est le mien est donc celui du droit privé, ce qui appelle plusieurs observations. En premier lieu, il s'agit d'un point de vue du droit privé et pas le point de vue du droit du travail. La formule insiste donc plus sur la distinction publique-privée que sur la distinction entre fonction publique et droit du travail. À vrai dire, le point de vue qui sera le mien ne sera pas véritablement un point de vue de droit privé, ce sera le point de vue d'un travailliste. Un travailliste qui a accepté de parler de droit de la fonction publique au Conseil d'État, devant des spécialistes de la matière, ce qui relève pour le moins d'une démarche un peu suicidaire. J'espère que mes imprécisions, voire mes erreurs en la matière me seront pardonnées, mes erreurs en droit du travail étant évidemment impardonnables. Quel travailliste donc? Le travailliste praticien? En réalité, y a-t-il beaucoup de juristes, sauf peut-être juristes dans des entreprises bien particulières, qui ont une certaine maîtrise et même une connaissance des deux matières? Ou le travailliste universitaire? Et là, on touche à une question qui est la question de la division académique et de cette absence de lien véritable entre les enseignants de droit du travail et de droit de la fonction publique, même si M. Garbard, que je connais un peu, a suggéré que précisément ces deux enseignements soient en réalité liés désormais. En réalité, mon point de vue sera un point de vue sur des points de vue, ou un point de vue sur le point de vue des travaillistes. Par manque de temps, par manque d'inspiration ou d'audace, ou pour toutes ces raisons, c'est un regard sur les ouvrages, les revues et les articles des travaillistes sur ces rapports qui va être ici porté, bien qu'en réalité, il faut l'admettre, la question semble plus intéresser aujourd'hui les publicistes. Cela n'a pas toujours été le cas. Paul Durand, en 1952, dans la revue Droit social, soulignait l'existence d'un rapprochement entre les deux droits, spécialement de la fonction publique, vers celui du droit du travail. Du sujet ainsi compris de la lecture des études qui s'y rapportent, deux impressions majeures se dégagent. Ce sont elles qui fonderont le plan de suivi dans le cadre de cette intervention. Il est manifeste tout d'abord que les travaillistes abordent essentiellement les relations entre les deux matières en termes de frontières. Ils établissent notamment les limites de l'application du droit du travail en considération des travailleurs soumis au droit de la fonction publique au sens large et parfois regrettent ces frontières. C'est donc les frontières entre les deux matières qui sont ainsi discutées. Ce sera le premier temps de l'intervention. Un point de vue privatiste invite à examiner les possibles influences du droit de la fonction publique sur le droit du travail et ce d'un point de vue substantiel. À cet égard, on peut se demander si cette influence un temps incontestable n'est pas aujourd'hui déclinante, au point même d'être devenue relativement négligeable. Ce sera le second temps de l'intervention. Des frontières discutées donc d'abord. La discussion des frontières entre droit de la fonction publique et droit du travail appelle, dans le cadre de cette intervention orale, deux développements principaux. Le premier développement est relatif à la délimitation de ces frontières en droit positif qui est parfois discutée. Le droit du travail ne pourrait-il pas, ne devrait-il pas être appliqué au-delà des frontières actuelles? Le second développement ferait état de certaines données qui contribuent à brouiller en l'état actuel les frontières. La délimitation des frontières entre droit de la fonction publique et droit du travail apparaît dans les ouvrages de droit du travail et elle est présentée sous un mode généralement descriptif qui est relativement simple.
Le droit positif, ici, est relativement clair, en tout cas pour autant qu'on s'en rattache au principe. Les fonctionnaires sont dans une situation qui est une situation statutaire et réglementaire, et leur situation résulte d'un acte administratif unilatéral qui les nomme dans un emploi public. Leur situation est donc étrangère à un rapport contractuel, et elle est régie par le statut général des fonctionnaires et les dispositions propres à l'une des 3 fonctions publiques, État, territoriale, hospitalière. Les agents non titulaires, parfois désignés comme contractuels, sont soumis à une situation qui est un peu plus particulière. Les collaborateurs des personnes morales de droit privé chargées d'un service public, évidemment vous le savez, ou d'une personne morale, quelle que soit sa nature, chargée d'un SPIC, d'un service public industriel et commercial, sont en principe liés à celle-ci par un contrat de travail. Et s'agissant des services publics administratifs, on l'a évoqué il y a quelques instants, le tribunal des conflits a opéré une remarquable simplification en 1996, complétée par une décision du 3 juin 1996. Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public, quelle que soit la nature et les conditions de leur emploi, si le service est géré par une personne publique. Cet état du droit mérite peut-être d'être discuté. La question en réalité qui peut être posée du point de vue du privatiste est relativement simple. Le droit du travail ne pourrait-il pas, ne devrait-il pas gagner du terrain au regard de la situation actuelle? Des expériences étrangères pourraient suggérer un tel mouvement, bien que comparaison ne soit pas raison, notamment en matière de services publics. La comparaison avec ces systèmes étrangers trouvant précisément ses limites, on abordera sommairement et non sans pusillanimité la question suivante. Quels sont les éléments en droit français qui s'opposeraient à une plus large application du droit du travail aux agents publics? Procédons donc à une petite présentation, une brève présentation de quelques expériences étrangères. Dans certains systèmes juridiques étrangers, la soumission des agents publics au droit commun du travail est considérée comme le principe. Et ce principe ne cède que pour certaines catégories limitées d'agents. Telle est la solution traditionnelle aux États-Unis. Le système italien a rejoint cette vision au cours des années 90 et a procédé à ce que certains nomment une privatisation de la fonction publique. Le système de la carrière a été profondément affecté par des textes de 1993, puis de 1997 et 1998, précisant que les agents publics seraient pour la plupart dorénavant soumis au droit commun du travail, certes complétés par des conventions collectives propres, négociées selon des modalités spécifiques qui ne seront pas détaillées ici, avec quelques exceptions. Sont toutefois exclus de cette logique les magistrats, les militaires, les policiers, ce qui retouche à cette notion d'emploi possiblement régalien. Quant au droit allemand, il répartit les agents des collectivités publiques entre la catégorie des fonctionnaires, soumis à un statut de droit public et occupant des fonctions d'autorité, et les employés et les ouvriers, qui sont soumis au droit privé sous quelques réserves. Venons-en donc au point de vue français. Y existe-t-il véritablement des fondements juridiques incontournables quant à cette irréductible opposition entre droit de la fonction publique et droit du travail? Je préfère ici prévenir l'auditoire. On pourra me reprocher ici une tentation expansionniste, un pantravaillisme coupable dans cette enceinte. Emmanuel Marc et Yves Struyot ont ainsi pu parler d'un discours radical, plaidant pour une application pure et simple, sous certaines conditions et à 2 degrés divers, du Code du travail dans certaines relations professionnelles publiques. Loin de moi l'idée de soutenir dans cette enceinte un tel discours radical. Je tenterai donc simplement d'identifier ce qui est véritablement irréductiblement lié à la fonction publique au sens large et qui ne pourrait pas techniquement être admis en droit du travail, excluant ainsi par nature, serais-je tenté de dire, une expansion de cette matière. Quelques premières observations rapides à ce propos, qui porteront sur des points particuliers. Emmanuel Marc et Yves Struyot ont notamment, dans leur remarquable article, souligné qu'il y avait des obstacles difficiles à franchir dans cette perspective d'une éventuelle application du droit du travail à certains agents publics. Cependant, il me semble que ces obstacles pourraient parfois être dépassés. J'en prendrai 2 exemples. Le premier exemple est le suivant. Il est suggéré que si l'agent public comme le salarié sont tenus à un devoir de loyauté, le contenu donné à cette obligation diffère. Manque à son devoir de loyauté le fonctionnaire qui met gravement en cause le comportement des supérieurs hiérarchiques dans le but de nuire à ces derniers. En revanche, le juge judiciaire a recentré l'obligation de loyauté sur l'interdiction pour le salarié d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur. Ce point de vue n'est pas discutable et il trouve à s'appliquer notamment pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie, notamment lorsqu'il s'agit de faire ce qui commet une faute, lorsqu'il exerce une autre activité. Cependant, la Cour de cassation a déjà admis qu'un salarié qui tient des propos dénigrants à l'égard de son employeur hors de son temps de travail peut se rendre coupable d'une faute si ses propos sont publics. Second exemple, qui est donné par les auteurs, un dernier exemple peut être recherché dans la question de la neutralité, particulièrement celle du port de signes religieux.
Alors évidemment, en la matière, on pense à l'arrêt du 19 mars 2013 et on comprend bien qu'il puisse y avoir une différence de nature entre l'approche du droit du travail et l'approche du droit de la fonction publique. Mais dans la perspective qui est la nôtre, on serait dans une logique où le droit du travail s'appliquerait à des travailleurs qui seraient dans une situation qui est particulière, qui seraient probablement des travailleurs qui seraient rattachés à une situation de service public. Or, évidemment, on pense au second arrêt du 19 mars 2013, l'arrêt non Baby-Loup, l'arrêt relatif aux travailleurs des agents des caisses primaires d'assurance maladie. Dans cet arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation énonce, je cite, que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé, et que si les dispositions du Code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents des caisses primaires d'assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. L'application du droit du travail ne s'opposerait donc pas à une solution qui est identique à celle qui est retenue en droit de la fonction publique en l'état actuel du droit. Venons-en donc à une donnée qui m'apparaît plus fondamentale, qui est l'opposition entre une logique statutaire, une logique plus généralement unilatérale, qui serait celle du droit de la fonction publique, et une logique contractuelle, qui serait celle du droit du travail. Chacun sait en droit du travail existe une logique contractuelle par laquelle on distingue le droit de la modification du contrat de travail et le droit du changement des conditions de travail. L'employeur ne peut pas modifier unilatéralement le contrat de travail, il peut simplement unilatéralement prendre des décisions qui se rattachent à son pouvoir de direction, pour autant qu'il ne viole pas les droits fondamentaux du salarié et qu'il respecte un principe de loyauté et agit conformément à l'intérêt de l'entreprise. Cette logique contractuelle est manifestement étrangère à la situation des agents publics, qui est fortement marquée par un unilatéralisme, ou pour reprendre la formule tirée de l'article que j'évoquais il y a quelques instants et qui est particulièrement évocatrice, une situation qui est marquée par un principe de mutabilité. En effet, les fonctionnaires sont placés, je l'ai dit il y a quelques instants, dans ces situations légales et réglementaires, statutaires et réglementaires, et ne peuvent ainsi invoquer aucun droit acquis au maintien de leur statut, lequel peut être modifié à tout moment. Alors, qu'en est-il des agents non titulaires ? On pourrait penser qu'il pourrait en aller autrement, puisque parmi ces agents non titulaires, on a des agents nommés, mais essentiellement des agents contractuels. Et on pourrait penser que la logique contractuelle pourrait s'opposer à un certain unilatéralisme qui serait celui de leur employeur au sens large dans la détermination des relations de travail. Cependant, cette présentation est une présentation qui est trompeuse pour le privatiste. En effet, on enseigne que les agents contractuels sont pour l'essentiel dans une situation légale et réglementaire à l'état du service qui les emploie. L'aspect contractuel serait illusoire dans la mesure où le contenu du contrat est prédéterminé par des dispositions réglementaires qui s'imposent aux parties. Sans entrer dans le détail, le contrat de ces agents n'aurait donc une vocation supplétive ou accessoire, et surtout, l'agent n'aurait aucun droit au maintien de la réglementation applicable à la date de son engagement. Cette réglementation, qui porte généralement sur l'essentiel des conditions d'emploi de l'agent contractuel, sa relation de travail serait marquée par une absence d'intangibilité qui est contraire à ce qu'aurait pu faire penser la conclusion d'un contrat. À partir de là, 3 données succinctes viennent à l'esprit. La première donnée qui vient à l'esprit, dans une perspective d'extension du droit du travail à des agents qui sont aujourd'hui soumis au droit public, est celle de la compatibilité avec des dispositions constitutionnelles, et on retouche ici aux éléments qui viennent d'être évoqués par M. Stroyou quant à ce relâchement entre le service public administratif et le statut, et l'admission de ce que certains salariés ou travailleurs de droit privé peuvent exercer certaines missions de service public administratif sous la réserve des emplois régaliens. La deuxième donnée est une donnée qui est centrale et qui, en réalité, a interrogé le travailliste que j'étais. Quel est véritablement le fondement de cette flexibilité, de cette mutabilité ? À vrai dire, en lisant les ouvrages consacrés au droit de la fonction publique, j'ai eu du mal à trouver la véritable justification de cette situation. Techniquement, la raison qui est mise en avant, la raison technique, est évidemment le service public. La notion d'agent public et la spécificité du régime juridique qui lui est applicable reposerait sur les exigences particulières des missions que ces agents ont à accomplir, donc sur la notion de service public. Les fonctions et activités exercées relèvent de missions de service public, elles-mêmes inspirées par l'intérêt général, et c'est cette spécificité qui caractériserait l'agent public et qui fonderait cette logique statutaire. Cependant, la question est de véritablement identifier ce qui, dans cette notion de service public, autorise une telle mutabilité.
La troisième aspect de la question serait la suivante, serait de savoir s'il pourrait y avoir une compatibilité entre cette flexibilité et la notion de contrat. Supposons donc que cette mutabilité soit inhérente à la notion de service public, et supposons donc que le droit du travail puisse trouver à s'appliquer dans ces services publics. On serait donc face à une situation contractuelle qui devrait se cumuler avec une logique de mutabilité. Or, a priori, le contrat est marqué par le principe de la force obligatoire, et il y a là donc une contradiction qui apparaît. Donc la question qui pourrait se poser, ce serait de savoir si les contractuels, dans cette hypothèse, les contractuels, les travailleurs qui seraient donc soumis au droit du travail, ne pourraient pas avoir un contrat de travail qui ferait l'objet d'une disposition législative particulière prévoyant une certaine flexibilité. Je parle bien d'une certaine flexibilité, puisque admettre que le contrat n'ait aucune force obligatoire viendrait contredire la notion même de contrat. À cet égard, il faut préciser qu'une difficulté naîtrait de ce qu'effectivement la liberté contractuelle gagne en constitutionnalité, si l'on peut dire. Pendant un temps, la liberté contractuelle n'était envisagée que comme le respect, en titre constitutionnel, que comme le respect de l'économie des contrats légalement conclus, mais on sait qu'avec la décision du 13 juin 2013 relative aux clauses de désignation, notamment, le Conseil constitutionnel a renforcé la constitutionnalité de la liberté contractuelle. La question pourrait donc se poser dans ces termes. Pourrait-on procéder à un équilibre entre, d'une part, l'exigence constitutionnelle de continuité des services publics, par exemple, et l'exigence de liberté contractuelle, et admettre que ce contrat de travail pourrait permettre à l'employeur d'exercer un certain unilatéralisme dans la relation de travail. Venons-en au second temps de ces moments consacrés aux frontières. C'est la question du brouillage des frontières, qui nous occupera moins longtemps. Assez nombreux sont les éléments qui contribuent à perturber les lignes, moins claires en réalité que celles qui correspondent aux principes qui ont simplement été rappelés, selon lesquels les champs d'application du droit de la fonction publique et le droit du travail sont établis. Le temps de cette intervention étant limité, certains éléments ne seront ici qu'évoqués. On pense par exemple aux fonctionnaires mis à disposition d'une personne morale privée ou à la réception de l'intérim dans la fonction publique. En réalité, on se concentrera sur deux éléments essentiels à ce propos. D'une part, l'européanisation du droit en la matière. En second lieu, l'intervention du législateur dans le cadre des contrats de travail aidés. Premier temps donc, les règles qui sont applicables aux travailleurs issus de l'Union européenne. Sur ce point, je serai court parce que la question a été abordée ce matin et il s'agit essentiellement de constater que le droit de l'Union européenne, ne faisant pas de différence entre agents publics et salariés en visant des travailleurs, le droit de l'Union européenne, par de nombreuses directives, contribue à une uniformisation du droit du travail et du droit de la fonction publique, et donc à brouiller les frontières. Cela se comprend très naturellement en matière de conditions de travail. On aurait du mal à comprendre pourquoi, par exemple, en matière d'hygiène et sécurité, les salariés ou les agents publics devraient être mieux protégés les uns que les autres. Cela peut se comprendre également en matière de durée du travail, encore que le travailliste que je suis pose modestement cette question. Est-ce que l'application indifférenciée, ou en tout cas cette application de la directive de 1993 relative aux aménagements du temps de travail modifiée en 2000 ne touche pas d'une certaine manière la continuité du service public? En d'autres termes, est-ce que le droit de la durée du travail n'est pas lié au service public? Et cette application indifférenciée de cette directive par le biais de transposition aux salariés et aux agents publics peut à cet égard poser question. Le droit de l'Union européenne va cependant au-delà de cette uniformité des questions liées aux conditions de travail. Elle touche notamment au contrat de travail à durée déterminée, on le sait. On sait que la directive de 1999 a en la matière entraîné une profonde modification du droit de la fonction publique par une loi du 26 juillet 2005, dans laquelle a été admis le principe de contrat de travail à durée indéterminée, un encadrement des contrats de travail à durée déterminée qui peuvent se succéder dans une limite de 6 ans. Enfin, et le point a déjà été évoqué par Issouyou, donc je ne m'appesantirai pas sur ce point, un autre élément qui brouille les frontières, c'est évidemment l'application de la directive transfert, et cette question du transfert du privé au public ou du public au privé, c'est-à-dire l'application des articles L 1224-3 et L 1224-3-1 du Code du travail. Le second élément sur lequel je voudrais insister, s'agissant du brouillage des frontières, est relatif donc à l'intervention du législateur qui vient parfois brouiller ces frontières par des qualifications légales. Le point sera alors relativement simple, il s'agit d'évoquer ici les contrats de travail aidés. Et à ce propos, 3 points seront abordés. Le premier point, c'est donc de voir que le législateur intervient pour mettre en échec, à certains égards, la jurisprudence Berkani, en admettant que certains contrats
qui vont être conclus par un employeur de droit public qui gère un service public administratif vont être des contrats de travail ou des contrats de droit privé. Le tribunal des conflits s'est prononcé clairement sur ce point. À propos des contrats emploi solidarité, le législateur peut qualifier ces contrats de droit privé et il s'en induit des conséquences substantielles et des conséquences juridictionnelles en termes de compétences. Cependant, ce jeu sur les qualifications légales par le législateur entraîne des conséquences parfois difficiles. Il suffit d'envisager l'hypothèse où ces contrats aidés sont considérés comme irréguliers. Si l'usage de ces contrats aidés est irrégulier, eh bien, on est dans une logique de requalification et le contrat qui devait être attaché à une qualification légale de contrat privé doit perdre cet avantage. Et donc le contrat qui était originellement par volonté du législateur un contrat de droit privé doit perdre cette qualification et se pose ensuite des questions très délicates quant à la compétence juridictionnelle et quant aux effets qui peuvent résulter de la requalification et de l'irrégularité d'un contrat de travail aidé conclu par une personne publique gérant un service public administratif. Enfin, et le point a été évoqué rapidement, à nouveau, mais de manière tout à fait claire par Estruyou, enfin, le droit des contrats de travail aidés donne une illustration de ce que le droit de la fonction publique peut éclairer un aspect du droit du travail, ou plus exactement du droit de l'emploi. Je pense ici à une décision du 24 octobre 2012 du Conseil constitutionnel relatif aux contrats qui sont attachés aux emplois d'avenir et dans lequel le Conseil constitutionnel estime qu'au regard des critères qui sont ceux des emplois occupés par les travailleurs qui sont recrutés par des contrats emploi d'avenir, eh bien, ces emplois sont des emplois publics lorsqu'ils sont pourvus par un employeur de droit public, de telle sorte que ces emplois sont soumis au principe d'égal accès aux emplois publics. Ce dont le Conseil constitutionnel déduit qu'il n'est pas possible de prévoir pour le législateur que des emplois d'avenir pourront être conclus par contrat à durée indéterminée dans une telle circonstance. Les contrats ne pourront être que des contrats à durée déterminée. C'est donc bien ici une règle qui est tirée du droit public et du droit qui concerne le droit de la fonction publique qui va entraîner des conséquences sur le droit du travail. Les emplois d'avenir peuvent être des contrats à durée indéterminée en droit privé. En revanche, lorsque l'employeur est un employeur de droit public gérant un service public administratif, ces contrats ne peuvent pas être des contrats à durée indéterminée. Le second temps de l'intervention, et je ferai court, Monsieur le Président, est consacré à l'influence déclinante du droit de la fonction publique. Je ferai court car j'ai la plus grande estime pour le droit de la fonction publique et il me fend le cœur de constater que son influence est déclinante, s'agissant du droit du travail, tout du moins. À ce propos, et parce que je veux faire court, ces développements feront état de deux temps. Le premier temps, c'est de constater qu'effectivement, le droit de la fonction publique a eu une influence incontestable sur le droit du travail. Cette influence incontestable se manifeste évidemment en matière de droit disciplinaire. On sait qu'en matière de droit disciplinaire, la Cour de cassation a un temps intégré la notion de détournement de pouvoir, cela a fort bien été montré, cependant sans en tirer de véritables conséquences, ou en tout cas pas toutes les conséquences que l'on attendait, puisque on aurait pu espérer que la notion de détournement de pouvoir permettrait, avant l'intervention du législateur en 1982, un contrôle de la proportionnalité entre la faute et la sanction retenue. Tel n'était pas le cas, la Cour de cassation faisant sienne la théorie selon laquelle l'employeur avait d'une certaine manière la seule compétence pour juger de l'importance de la sanction à l'égard de la faute. Mais le droit de la fonction publique a également une influence évidente sur le droit disciplinaire introduit par la loi de 1982. Le privatiste, lisant cette affirmation, pourrait penser que c'est plutôt le droit public qui a une influence sur le droit privé, le droit du travail, et non pas le droit de la fonction publique. Mais il apparaît que le droit de la fonction publique a une influence pour une raison très simple, c'est que la situation des fonctionnaires était en termes disciplinaires plus avantageuse que celle des salariés, et que ce simple constat a conduit à justifier l'exportation de certains concepts publicistes au droit du travail. La troisième constatation évidente, c'est l'exportation de règles tirées du droit public, ici peut-être évidemment applicables aux fonctionnaires, aux agents publics, mais de règles tirées du droit public en matière d'atteinte aux libertés, et c'est le fameux arrêt Corona du Conseil d'État relatif aux clauses du règlement intérieur qui a anticipé l'évolution du Code du travail et l'intégration de dispositions ayant pour objet de permettre le contrôle des clauses qui porteraient atteinte aux droits et libertés des salariés. Cependant, ce qui me vient à l'esprit, et peut-être avec un mauvais esprit, c'est de constater qu'aujourd'hui, le droit, ces éléments qui ont été dégagés du droit de la fonction publique et du droit public sont en réalité très généralisés. Ils sont très généralisés parce qu'ils se rattachent en fait à deux données qui dépassent aujourd'hui le droit du travail et qui en fait trouvent à s'appliquer dans le droit privé généralement. La première donnée, c'est un contrôle du pouvoir.
Et force est de constater que le pouvoir, aujourd'hui, est tout à fait caractérisé en droit civil et qu'il est même caractérisé dans le contrat. On reconnaît la possibilité que le contrat fasse naître un pouvoir et il est soutenu que le contrôle de ce pouvoir appelle, enfin que l'existence de ce pouvoir appelle un contrôle inspiré effectivement du droit administratif. La deuxième donnée, c'est qu'il y a également une généralisation s'agissant des atteintes aux droits et libertés fondamentales. Il suffit de songer au contrôle qui s'induit par l'application dans des rapports horizontaux de la Convention européenne des droits de l'homme. Notamment, il suffit de songer également à des projets de réforme du droit des obligations qui voudraient intégrer le principe selon lequel un contrat qui porterait atteinte à un droit ou une liberté ne peut le faire que si cela est justifié et proportionné. Une influence donc certaine, mais qui remonte à 1982. Alors, cette influence existe-t-elle encore aujourd'hui? Eh bien, c'est le dernier temps de mon intervention pour constater qu'on est peut-être passé d'une influence à de simples références. Il me semble qu'aujourd'hui, le droit de la fonction publique a une vocation essentiellement illustrative dans la doctrine travailliste. Et je mettrai ici une réserve immédiate. Ce n'est peut-être pas tellement sa faiblesse d'exportation qui est en cause, c'est peut-être aussi son manque de connaissances par les travaillistes. Il est difficile de voir dans des solutions de droit du travail une inspiration publiciste quand les travaillistes ne connaissent pas le droit de la fonction publique. En tout cas, les travaillistes, je parle des universitaires. J'observerai simplement que, effectivement, dans certaines solutions jurisprudentielles de la Cour de cassation sont éclairées par référence au droit de la fonction publique. Et j'évoquerai 3 points très rapidement. C'est le cas notamment en matière de qualification de sanctions. On sait que la sanction au droit du travail suppose une mesure prise par l'employeur consécutivement à des faits considérés comme fautifs. Et dans des hypothèses où la qualification fait difficulté, certains auteurs, Philippe Vaquet, Pascal Lequesne, vont faire référence à la notion de sanction déguisée, en essayant de montrer qu'on a une démarche similaire dans la recherche de la véritable volonté qui est celle de l'employeur, dans un sens large, qui est à l'origine de la sanction. Il y a donc ici un raisonnement qui est le même. Quel est le motif qui a justifié la mesure? Et si cette mesure est liée à un comportement considéré comme fautif, eh bien, la mesure devra être qualifiée comme une sanction disciplinaire. Deuxième illustration, un arrêt du 24 janvier 2007, où une salariée se plaint auprès de son employeur que son conjoint se trouve bien loin d'elle et demande à son employeur d'être affecté dans un établissement qui est proche du nouveau lieu de travail de son conjoint. Et dans cet arrêt du 24 janvier 2007, la Cour de cassation reproche à l'employeur de ne pas avoir donné la moindre justification quant à son refus de permettre à cette salariée de travailler dans un lieu qui est plus proche de celui de son conjoint, et on pense évidemment en la matière au rapprochement des conjoints. Troisième illustration, dans un arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation envisage la requalification de contrats à durée déterminée qui sont séparés par des périodes d'intermittence, et en la matière, la Cour de cassation juge que le salarié qui est embauché au sein de la Poste a le droit d'obtenir une reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération, ce qui, selon Julien Icard, peut se rapprocher de la reconstitution de carrière telle que la pratique le juge administratif depuis l'arrêt Rodière pour les fonctionnaires illégalement évincés de leur poste. On voit ici que le droit de la fonction publique est surtout invoqué pour illustrer, éclairer les solutions, mais pas forcément pour les inspirer. Peut-être une évolution trouvera-t-elle à s'appliquer, c'est le dernier point de mon intervention, précisément en matière de carrière. On sait que le droit du travail fait aujourd'hui référence à cette notion de plus en plus, qui est évidemment centrale en droit de la fonction publique, et fait référence notamment au parcours professionnel. Et cette idée se traduit notamment par la portabilité des droits, cette idée que le salarié pourrait conserver des droits en passant d'un employeur à un autre. Et l'actualité vient confirmer cette tendance, puisque dans un accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle, les partenaires sociaux donnent une précision à un dispositif qui est le compte personnel de formation qui sera attaché à la personne dès son entrée sur le marché du travail jusqu'à son départ à la retraite, de sorte que le salarié qui change d'emploi ou qui alterne emploi et chômage conserve son droit à la formation. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, j'ai tremblé quand j'ai entendu parler de pantravaillisme, mais vous avez bien fait, effectivement vous ne seriez pas sorti vivant parce que le couloir est long jusqu'à la sortie de ce bâtiment et les vigiles sont, je n'en doute pas, extrêmement rapides et bien formés. Vous auriez pu en fait être beaucoup plus pantravailliste si vous l'aviez souhaité, puisque vous avez regardé, vous l'avez très bien expliqué, du point de vue de la doctrine travailliste,
Mais la doctrine publiciste contemporaine, elle insisterait beaucoup sur le droit individuel à la formation, inspiré, le droit du travail, l'influence générale via le droit de l'Union européenne et l'indifférenciation. Donc on aurait un discours qui n'est pas triomphaliste chez les travaillistes et on aurait éventuellement un discours pessimiste chez les publicistes. Et je songeais, quand vous parlez de parcours professionnel, une expression que désormais on utilise en droit public, et en expliquant souvent, pas toujours, qu'on va abandonner le principe de la carrière, que c'est pour nous, pour les publicistes en général, et encore une fois il faudrait nuancer, un recul d'une logique de la carrière, ce qui, du point de vue du droit du travail, est une avancée avec cette logique de portabilité que vous avez évoquée. Alors ensuite, il y a des débats éternels. Je songeais en vous écoutant au cas de l'Italie. Je n'ai malheureusement pas un accès direct à la littérature italienne, mais une littérature secondaire, traduction. Vous avez des auteurs qui vous expliquent que la réforme italienne a absolument tout bouleversé, et d'autres qui vous disent qu'on a changé le juge compétent, mais que quand on a repris des règles statutaires dans des conventions collectives, on n'a pas changé le fonds euro applicable. Donc je n'arrive pas à me faire une religion absolue sur ces questions, et on ferait basculer pas tous les emplois régaliens, mais les emplois de gestion, pour le dire à la mode début XXe siècle, dans le champ du droit du travail, avec des conventions collectives spécifiques qui reprendraient des règles statutaires, ex-statutaires. Est-ce qu'on changerait vraiment les choses? La seule différence, ça serait de passer du tribunal administratif au Conseil de prud'homme, ce qui allégerait d'autant le travail de ma collègue Emmanuelle Marc, qui est actuellement détachée en qualité de conseillère, et peut-être pour cette raison serait-elle favorable à cette réforme, même si je biaise un peu pour faire la transition, puisque je sais qu'elle n'est pas dans une chambre qui traite de questions du droit du travail. Donc sans plus tarder, chers collègues, salarié protégé, mais pas de droit de la fonction publique. Sans plus tarder, chers collègues, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour adresser tous mes remerciements aux organisateurs de ce colloque pour m'y avoir convié, et puis également à nos hôtes pour la très belle qualité de leur accueil. Alors, quelques observations liminaires à titre d'introduction. Puisqu'il s'agit d'examiner ici les relations entre deux corpus juridiques, il convient de souligner d'emblée que, à mon avis, ces relations s'inscrivent aujourd'hui dans un mouvement qui est essentiellement dialectique, et nous assistons probablement, c'est un avis personnel, à l'émergence du troisième stade, c'est-à-dire la synthèse. Et l'objet du présent propos est d'analyser non seulement la teneur, mais également les conséquences. Alors, je voudrais préciser à titre liminaire que ce sur quoi nous réfléchissons, notre objet, droit de la fonction publique, est porteur d'un système, j'aime pas trop le mot de modèle, mais en tout cas de système qui en est le soubassement et qui, très schématiquement, est constitué par 4 piliers. Des personnes publiques, premier pilier, emploi des agents publics, contractuels ou statutaires, on a déjà parlé de la situation particulière du contrat, qui applique un droit administratif marqué par la différence, j'ose plus trop parler d'exorbitance, en tout cas de différence avec le droit du travail, et tout ceci appliqué par un juge administratif, 4e pilier. Alors, ce système est bien évidemment un modèle qui est très fortement ancré dans la doctrine publiciste, et ce depuis fort longtemps. En témoignent par exemple les propos d'Oriou, qui dans le tome 3 de ses notes nous disait « Toute fonction publique contient un ministère de service public ou un office qui n'est pas réductible à l'idée d'un simple travail ». Et la finalité, en effet, de la situation particulière qui est conférée aux agents publics sera présente dès les premiers débats qui vont animer les interrogations politiques relatives à la question de l'adoption d'un statut et à son opportunité. Et on peut se référer en ce sens aux propos de Jules Jeanneney qui, dans son rapport présenté sur le sujet devant la Chambre des députés en 1907, nous disait « Il s'agit, et c'est important de s'en souvenir aujourd'hui, il s'agit de préserver les fonctionnaires contre l'arbitraire et le favoritisme pour leur permettre de se consacrer pleinement à leurs tâches dans le seul souci de garantir l'exercice et la protection de l'intérêt général et donc de les doter de ce qui deviendra le statut, à savoir une situation juridiquement protégée. » Alors ce système, ce modèle, c'est la thèse, c'est le premier temps de la dialectique qui sera cristallisé avec la loi du 19 octobre 1946, véritable compromis durable. Ce système de fonction publique, c'est le modèle de la carrière qui distingue le grade et l'emploi et donc qui a vocation à cette protection de l'agent public. Alors, concernant le droit du travail, ce modèle, dans ses relations avec ce droit, n'a pendant longtemps été qu'amendé, modifié très marginalement, et notamment par une technique qui est bien connue de nous tous, à savoir celle des principes généraux du droit que nous avons déjà évoqués, mais qui, dans sa nature, est très révélatrice de la distance bien comprise et maintenue avec le droit du travail. Et il suffit de songer à la formule qu'utilise le Conseil d'État, principe dont s'inspire
le droit du travail, ce qui permet d'exprimer que l'inspiration naît non du droit du travail lui-même, mais de, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, la conscience juridique du temps qui irrigue l'ensemble du droit positif et qu'il soit d'ailleurs public ou privé. C'est donc une technique de distanciation maîtrisée avec le droit du travail et la jurisprudence judiciaire. Et un certain nombre de principes ont ainsi été dégagés qui constituent des ponts traditionnels entre les deux disciplines, et je n'y reviens pas, ils sont connus. Alors c'est vrai, ce modèle va connaître quelques rares assauts dans un premier temps. Songeons par exemple au rapport présenté par Gérard Longuet en 1979 sur le projet de loi de finances pour 1980, qui déjà voulait distinguer les missions régaliennes exercées effectivement par des fonctionnaires et puis les missions dites de service public, comme s'il y avait une distinction entre les deux. Les missions de service public qui auraient été confiées à des agences employant des contractuels de droit privé, l'idée étant de faire tomber le nombre de fonctionnaires à 400 000 à l'époque. Bon, n'a pas connu de prolongement. Le deuxième temps significatif de ces relations, que là aussi avec des guillemets on peut appeler l'antithèse, est la remise en question non seulement de la pertinence d'un statut doté d'un large champ d'application, mais également de l'amendement de certains de ces ressorts traditionnels considérés comme dépassés. Alors, il ne s'agit pas ici de pointer du doigt ou de fustiger une période, encore moins des options politiques, mais simplement d'observer une tendance et de considérer que certaines réformes mises bout à bout ont, dans leur globalité, fait sens. Significatif de la volonté de remettre en cause la frontière entre les deux ordres juridiques est quand même le discours prononcé par le président Sarkozy à l'IRA de Nantes le 19 septembre 2007 avec quelques formules connues. Je cite: « Je récuse l'idée qu'il y aurait d'un côté le secteur public et de l'autre le secteur privé, d'un côté les fonctionnaires et de l'autre ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Pour nous dire plus loin, dans le même esprit, je suis convaincue que pour certains emplois de la fonction publique, il serait souhaitable qu'on laisse le choix aux nouveaux entrants entre le statut de fonctionnaire ou un contrat de droit privé négocié de gré à gré. Cela donnerait de la souplesse et du sang neuf, pas d'a contrario. Et cela élargirait les possibilités de choisir. » Dans le champ politique, ce discours sera ultérieurement relayé par quelques propositions de loi. Citons pour mémoire la proposition de loi de M. Jean-Pierre Gorge du 21 janvier 2009, qui souhaite aussi opérer une césure entre les emplois régaliens et les emplois non régaliens, ou encore celle présentée par M. Jean-François Mancel le 13 janvier 2011, qui se situe exactement dans la même veine. Et évidemment, tout ceci fait écho au livre blanc sur l'avenir de la fonction publique, publié en avril 2008, sous la direction, écrit par M. Jean-Ludovic Silicani, qui, dans ses préconisations principales, proposait un plus large recours aux agents contractuels, puisque, souvenons-nous, les missions de souveraineté ou comportant des prérogatives de puissance publique seraient occupées à titre principal par des agents titulaires soumis au droit public et des contractuels de droit public, et pour les autres missions, les emplois seraient occupés à titre principal, certes, par des agents titulaires, mais aussi par des contractuels de droit privé. Alors, c'est une période qui concrètement, parce que là, ce ne sont que des projets, concrètement a vu s'enchaîner un nombre important de réformes législatives et réglementaires. On songe par exemple au décret d'IPNA du 18 avril 2008, qui va élargir au sein de la fonction publique d'État les possibilités d'affectation. La loi du 3 août 2009, la loi mobilité, qui va créer notamment la situation de réorientation professionnelle, la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et dont nous reparlerons. Et plus généralement, c'est une démarche de rénovation des corps, avec notamment la création de corps interministériels ou biministériels à gestion ministérielle, le dernier étant par exemple, me semble-t-il, celui qui a été créé par le décret du 27 février 2013, le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. Alors on voit bien, dans ce moment d'antithèse, la ligne directrice est à la fois la recherche de souplesse dans la gestion, mais aussi la volonté d'instituer une véritable dualité juridique dans l'emploi public. Alors aujourd'hui, nous sommes parvenus à une période de relatif apaisement textuel, ou pour dire les choses autrement, le sentiment que, je touche du poing, la crainte du grand soir ou du Big Bang, comme avait écrit le président Pêcheur, appartient au passé. Pour autant, il ne s'agit pas d'une période marquée par la sérénité. En témoigne notamment le rapport du président Pêcheur sur l'avenir de la fonction publique en octobre 2013, qui nous montre que le système demeure en mutation et qu'il doit trouver son cap. Et donc, conforter son identité. Et fait un lointain écho à cette recherche d'identité, le rapport de l'OCDE qui avait été remis le 28 février 2012 relatif à l'appréciation de la RGPP, qui montre très bien que l'OCDE n'est absolument pas favorable au système de la carrière. Alors, tout ceci nous montre que le système est au milieu du gué aujourd'hui et que la question de son identité demeure totalement posée.
Et quelles leçons tirer des évolutions que nous venons de vivre? Eh bien, une chose semble acquise, c'est que bon nombre d'évolutions du droit de la fonction publique ne sont lisibles, compréhensibles, qu'au regard des transformations du droit du travail. Et la loi du 5 juillet 2010, dont nous reparlerons, en est, me semble-t-il, une très belle illustration. Alors, l'analyse des rapports entre les deux ordres juridiques nous conduit donc à examiner la phase dans laquelle nous sommes entrés, c'est-à-dire que nous nous approchons progressivement d'une synthèse qui est celle non plus de l'opposition, et notamment l'opposition idéologique, mais d'une articulation désormais à maîtriser entre les deux ordres juridiques. Alors, premier temps de l'analyse, d'abord le temps du bilan. On l'a beaucoup répété au cours de cette journée. Ce bilan, c'est l'attractivité indéniable du droit du travail, même si effectivement pour un publiciste, c'est toujours un petit peu mal de le dire, mais c'est la réalité. Alors pour décliner ce mouvement d'attractivité, pour en montrer les ressorts, nous pouvons nous arrêter sur quelques-uns de ces témoins pour ensuite tenter d'en interroger les raisons. Quelques témoins d'abord. Alors, sans prétendre évidemment nullement à l'exhaustivité, le premier témoin, c'est le renforcement de la logique contractuelle individuelle. Alors, attention, il ne s'agit pas ici de raisonner en considérant que le contrat est par nature une technique de droit privé importée dans le droit de la fonction publique, ce qui serait totalement erroné, ne serait-ce que parce que les contrats dans la fonction publique existaient bien avant le premier Code du travail. Mais il s'agit plutôt de se demander si le contrat dans la fonction publique intègre aujourd'hui des règles, des schémas qui sont propres au droit du travail. Le point de départ, on le connaît, et le président Sauvé le rappelait ce matin. Ce point de départ a été magistralement résumé par le président de Genevois dans ses conclusions sur la décision Madame Rabu. On le sait, derrière le contrat, il y a en fait un statut qui se dessine, et je ne reviens pas sur toutes les conséquences contentieuses et matérielles que le Conseil d'État en a tirées. Mais il me semble tout de même aujourd'hui que l'outil contractuel est tiraillé entre deux pôles. Le premier, pour des raisons essentiellement de sécurité juridique, d'équité, de lutte de ce que l'on redoute, c'est-à-dire une fonction publique duale, le régime juridique du contrat se nourrit essentiellement, c'est vrai, des dispositions applicables aux fonctionnaires. Mais second pôle, on voit bien que ce qui constitue le noyau dur de la relation statutaire, c'est-à-dire la séparation grade-emploi et les conséquences protectrices que cela entraîne n'étant pas applicable, la logique contractuelle pure tend aussi à prévaloir et tend à permettre de conférer aux agents sous contrat une sécurisation de leur situation. Il y a en ce sens de la jurisprudence administrative, notamment de cour, qui est très intéressante sur cette question et qui tend à développer un socle contractuel au sens où l'entend la jurisprudence de la Chambre sociale que la personne publique ne peut pas modifier. Et je pense notamment à la nature des fonctions ou encore à la rémunération. Et ce socle devient un véritable bouclier, si je puis dire, qu'oppose l'agent contractuel à son employeur public. Et cette tendance a été, il me semble, illustrée par plusieurs déclinaisons récentes, et on citait ce matin l'avis rendu par le Conseil d'État le 25 septembre 2013, Madame Satelot. Il me semble que c'est très intéressant de ce point de vue, puisque là, en l'espèce, le président Sauvé l'a rappelé, la logique contractuelle entrait très fortement en compétition avec la logique statutaire. En effet, l'intérêt général s'attachait à ce que, pour les besoins du service, le fonctionnaire reçoive une affectation correspondant à son grade, tandis qu'en face, l'intérêt privé qui résulte des droits que confère à l'agent contractuel le contrat conduit à ce que lui soit affecté sur un autre emploi. Et logiquement, la Cour administrative d'appel avait demandé si, dans un tel cas de figure, l'employeur public avait l'obligation de reclasser l'agent contractuel. La réponse est sans embâche. Avant de procéder au licenciement, l'administration doit effectivement rechercher les possibilités de reclassement qui peuvent exister en son sein. Et là, il me semble qu'il s'agit d'une obligation qui est la symétrie du droit au reclassement dont bénéficie le salarié de droit privé, dont le licenciement pour un motif économique est envisagé par son employeur. Ça, c'est le premier témoin, renforcement de cette logique contractuelle individuelle. Le deuxième témoin, on l'a déjà évoqué, c'est la réduction du champ d'application du droit dérogatoire, puisque les personnes publiques gérant un service public administratif emploient de plus en plus, en tout cas elles ont de plus en plus d'outils pour le faire, les contractuels, enfin des personnels de droit privé. Mais en sus de ces emprunts que vous venez d'exposer, je crois qu'on peut indiquer ici qu'il y a aussi une hybridation qui est d'ordre organique. En témoigne par exemple la situation de quelques établissements publics administratifs qui sont très symptomatiques de ce mouvement. Je songe par exemple à la situation de Pôle emploi,
qui, par l'effet de la loi du 13 février 2008, cette loi rend applicables les dispositions du Code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve, nous dit cette loi, des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Autre illustration, les agences régionales de santé, qui elles aussi sont des établissements publics administratifs, mais qui disposent des institutions représentatives du personnel, et donc qui constituent un mélange entre celles qui sont prévues par le Code du travail, délégué du personnel, délégué syndical, etc., et celles inspirées des dispositions statutaires, comme le comité d'agence, qui est un bel exemple d'hybridation, qui exerce à la fois certaines compétences des comités techniques, institués dans la fonction publique de l'État, mais également les attributions dévolues aux comités d'entreprise en matière économique et pour les activités sociales et culturelles. Et soulignons que l'hybridation inverse, en sens inverse, existe également. Il s'agit par exemple de mentionner celle qui prévaut au sein des entreprises dites à statut. Et en témoigne par exemple la décision du 23 juillet 2012, Électricité de France, rendue aux conclusions d'Alexandre Lallet, au terme de laquelle le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation des actes unilatéraux fixant le statut du personnel. Alors, émerge donc, je ne vais pas m'étendre sur ce point-là, on pourra retrouver ces éléments dans les contributions écrites ultérieures, mais émerge donc un nouveau contentieux qui est le fruit de ces hybridations délicates. Le troisième témoin, c'est le développement du modèle managérial dans la fonction publique. Alors, là encore, il ne s'agit pas de prétendre à l'exhaustivité, mais de souligner quelques exemples pour illustrer ce phénomène. Le premier exemple qui me semble topique, c'est le cas des rémunérations. C'est le cas des rémunérations, en témoigne la mise en place de l'intéressement collectif, à partir de la loi du 5 juillet 2010 et puis les décrets qui ont suivi, notamment pour la fonction publique de l'État, le décret du 29 août 2011, et également la question de la prime de fonction et de résultat, donc qui est amenée à être modifiée, mais qui, dans leur essence, témoigne de quelque chose qui était assez étranger à la culture traditionnelle de la fonction publique, c'est-à-dire rompre avec la conception uniforme du traitement et l'adapter aux situations particulières. Un autre exemple de ce développement du modèle managérial, c'est la question des statuts d'emploi. Des statuts d'emploi qui régissent la carrière d'un ou plusieurs agents dans un emploi ou un groupe d'emplois identifiés et individualisés. Alors c'est vrai que même si la position juridique du fonctionnaire recruté sous statut d'emploi est celle du détachement, il n'en demeure pas moins qu'une logique contractuelle implicite se superpose à la situation juridique du fonctionnaire dans cette situation, eu égard à quoi? Eu égard au fait que l'emploi est confié pour une durée déterminée, qu'il peut être retiré dans l'intérêt du service et qu'on imagine bien que les raisons pour lesquelles il sera retiré, c'est l'inadéquation entre l'homme et le poste, en fonction des résultats. Autre exemple significatif, c'est la question des directeurs généraux des CHR et des CHU. Leurs modalités de recrutement ont été assez récemment modifiées par la loi du 12 mars 2012, c'est la loi Sauvadet, qui consacre le principe d'une nomination sur emploi de directeur général dans le cadre d'un contrat de droit public et qui confine à la situation, me semble-t-il, assez paradoxale, qui consiste à nommer par contrat un agent sur un emploi correspondant à son grade. C'est inédit. Alors, ces illustrations-là, me semble-t-il, font encore sens, c'est-à-dire que la fonction publique s'approprie la notion cardinale des entreprises en compétition sur les marchés, à savoir la performance, et ces outils de gestion des ressources humaines qui en découlent, et même voire plus profondément sa logique individualisante. Alors après les témoins, quelques tentatives évidemment d'explication, j'en vois trois. La première, ce sont des considérations économiques. Indéniablement, je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie. Ces évolutions du droit de la fonction publique doivent être bien évidemment associées au contexte général de réforme de l'État, qui est bien connu, structuré par les vecteurs que sont à la fois les réformes budgétaires, mais également la RGPP, la révision générale des politiques publiques, et puis la restructuration très profonde des administrations territoriales de l'État. Alors, il est vrai que la logique statutaire garde sa force, parce que la DGAFP n'a jamais renoncé à moderniser l'édifice en instillant des outils de gestion qui sont propres à la fonction publique et qui jouent sur la distinction grade-emploi. Et cette dernière est à la base d'une flexisécurité, j'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas, flexisécurité à la française, et il est intéressant de constater que
Aujourd'hui, des groupes privés s'en inspirent en mettant en place une politique de mobilité intragroupe permettant de gérer non seulement les sureffectifs, mais également les restructurations. Ça, c'est le premier élément, considération économique. Le deuxième élément, c'est la solidarité des évolutions. Le terme n'est pas de moi, je l'emprunte au professeur Jean-Bernard Roby. Solidarité des évolutions, on l'a évoqué toute la matinée, autour des droits fondamentaux des personnes. On a cité bon nombre d'exemples, mais je trouve qu'on voit bien cette solidarité des évolutions dans le cadre de la législation relative au harcèlement moral, puisque la loi du 17 janvier 2002 a simultanément introduit dans le Code du travail et dans le titre premier du statut général de la fonction publique les dispositions relatives au harcèlement moral. Et cette évolution commune est très nette quant aux interrogations relatives au régime de la preuve en matière de discrimination, puisque là, il suffit de se reporter par exemple aux conclusions de M. Mathias Guillaumard sur la décision d'Assemblée Perreux, où il nous montre précisément non seulement les apports de la jurisprudence communautaire, mais également ceux de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, révélant finalement par là même qu'aucune raison en ce domaine du harcèlement moral ne s'oppose à ce qu'il en aille de même s'agissant d'un agent public. Et la décision très récente du Conseil d'État du 15 janvier 2014 sur le harcèlement sexuel procède exactement de la même démarche. Troisième facteur explicatif, c'est, mais là je parle évidemment sous contrôle, c'est le caractère, me semble-t-il, plus protecteur, et en tout cas de plus en plus protecteur du droit du travail, qui fait que le travailleur bénéficie en quelque sorte aujourd'hui d'un statut, et corrélativement, la sphère publique, si on peut dire, peut-être voit d'un œil moins hostile le droit du travail. Je prendrai simplement un exemple qui, pour un publiciste, est très significatif. C'est l'exemple qui est tiré du récent arrêt de la Chambre sociale, l'arrêt du 29 octobre 2013 de M. Cuminge contre établissement Union Mutualiste Retraite, sur la protection du témoin et la nullité du licenciement qui en découle. Et bien évidemment, c'est un problème qui jamais se serait posé dans la fonction publique, précisément en raison de la garantie de l'emploi dont bénéficient les agents publics. Et là, je trouve qu'il y a un élément qui est très significatif dans ce sens de l'accroissement de la protection du droit du travail. Alors après le bilan, deuxième temps, c'est une perspective. La perspective, me semble-t-il, c'est celle de l'articulation maîtrisée, ou en tout cas à maîtriser, entre les deux ordres juridiques. Pourquoi ? Eh bien parce que le bilan précédent nous a révélé, je crois, une opposition entre le caractère centripète évident du droit du travail, pour les raisons notamment que j'évoquais, et en même temps le caractère encore assez désordonné des emprunts à ce droit. Or, si l'on part de l'idée acquise que la voie statutaire est consubstantielle à notre fonction publique et qu'il n'est pas question de la remettre en cause, le cap, je crois, pour l'avenir peut être celui de l'articulation bien comprise et maîtrisée entre les deux ordres juridiques. Il ne s'agit pas, ou plus, de faire prévaloir un système d'emploi sur un autre, une logique sur une autre, comme cela a été craint et à juste titre, mais de développer, lorsque cela est nécessaire, des emprunts ponctuels caractérisés par un fil directeur, c'est-à-dire efficacité, compatibilité et protection. Autrement dit, lorsque le droit du travail comporte une règle protectrice qui n'est pas incompatible avec les exigences du service public, pour ce qui concerne le droit de la fonction publique, spécialement la continuité et la neutralité, elle doit pouvoir être transposée si cela est nécessaire. Et donc la boussole, pour reprendre ce joli terme employé par Marcel Pochard, peut être là. C'est-à-dire que face peut-être à la relative vacuité des oppositions idéologiques, il conviendrait plutôt de s'orienter vers une complémentarité bien conçue, sachant que bien évidemment, dans certains domaines, elle n'est pas concevable, ou en tout cas elle est difficile à mettre en œuvre. Je pense par exemple, en tout cas il y a des exigences différentes, je pense par exemple à la formation professionnelle ou encore au droit de retrait, qui bien évidemment pour bon nombre de missions régaliennes n'a pas de sens. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est l'écriture juridique. Quelles sont les articulations qui sont déjà opérationnelles et les articulations entre les deux ordres juridiques qui pourraient être mieux maîtrisées, en tout cas qui auraient pu l'être. Un exemple, je crois, de greffe réussi, c'est la question de l'hygiène et de la sécurité, même si, c'est vrai, la mise à niveau dans la fonction publique a pris un certain temps. On s'en souvient, alors qu'en 1982, les dispositions relatives aux instances représentatives du personnel chargées de veiller et de contribuer au respect de la santé des travailleurs étaient modifiées à quelques mois d'intervalle dans la fonction publique et puis dans le secteur privé, un écart a été tout de suite mis en place, puisque le décret du 28 mai 1982 dans la fonction publique institue simplement des comités d'hygiène et de sécurité, alors que la loi du 23 décembre 1982 met en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Alors,
avec du recul, il n'est pas forcément évident de saisir les causes de cette différence initiale, sauf à penser que la reconnaissance d'une pleine compétence étendue aux conditions de travail était alors jugée incompatible avec le pouvoir quasi discrétionnaire reconnu à l'autorité hiérarchique en matière d'organisation du travail. Ce départ raté, conjugué avec la discrétion des dispositions législatives relatives à la protection de la santé des agents publics, a largement, c'est vrai, contribué à la faiblesse de la culture de la prévention dans les administrations publiques. Et à la différence du CHSCT, dont la montée en puissance comme acteur de prévention a marqué la dernière décennie, les CHS publics, si je puis dire, ont eu bien de mal à se positionner face aux risques émergents que sont non seulement les risques psychosociaux, mais également les troubles musculo-squelettiques. Alors c'est vrai que ne leur était pas reconnu le droit de procéder à des visites des services en dehors des enquêtes conduites à la suite d'un accident du travail ou de la survenance d'une maladie professionnelle et, à la différence du CHSCT privé, la faculté de recourir à un expert. Il faut dire... Bon. La fonction publique s'est donc mise à niveau sur ce sujet. Il faut dire que le risque pénal a certainement accéléré les choses. Mais donc, cela a été fait et le décret du 28 juin 2011 a modifié donc substantiellement celui du 28 mai 82. Et c'est vrai que les fondements de cette réforme font écho avec beaucoup d'acuité aux dispositions du Code du travail. Et on retrouve, je ne m'étendrai pas sur le contenu de ce décret, mais on retrouve sensiblement aujourd'hui les mêmes blocs de compétences entre les CHSCT dans la fonction publique et dans le secteur privé. Alors ça, voilà, c'est un exemple, je crois, il y en a d'autres, de greffe qui est bien pensée, bien maîtrisée et pertinente. En revanche, et ça sera mon dernier point, il y a des articulations encore perfectibles. Alors, ce sont les cas, les illustrations dans lesquelles les outils du droit du travail sont importés, certes, mais les règles qui les entourent ne sont pas utilisées, ce qui crée une situation de vide juridique qui, d'une part, n'est pas justifiée par les exigences propres au service public et qui, d'autre part, est susceptible de préjudicier à la protection de l'agent public. Je vais vous prendre très rapidement 3 illustrations. Le premier cas, c'est le cas de l'évaluation. Et en fait, plus précisément, le passage de la notation qui a été supprimée et passage de la notation à l'évaluation. La question qui se pose, en effet, je crois, est celle de l'étendue et de la nature du contrôle juridictionnel sur les décisions de l'autorité hiérarchique. Pourquoi ? Eh bien parce que le juge administratif ne pourra pas s'en tenir à un contrôle relativement distancié du procédé d'évaluation, alors même que l'extension de la rémunération aux objectifs a conduit le juge judiciaire, depuis notamment un arrêt de la Chambre sociale du 14 novembre 2000, à resserrer son contrôle, notamment sur le caractère réaliste, et c'est ça probablement qui va nous manquer au début, le caractère réaliste des objectifs assignés aux salariés. Deuxième illustration, c'est le cas du contrat collectif, la convention collective. Cette réforme, on a eu l'occasion de l'évoquer, la réforme donc initiée par la loi du 5 juillet 2010, a été menée en parallèle avec celle qui s'était déployée dans le secteur privé, puisqu'en fait c'est la position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme qui avait été signée le 9 avril 2008 dans le secteur privé, qui a marqué le début, on va dire, d'un mouvement d'ensemble qui a bousculé les frontières entre le droit public et le droit privé sur cette question. C'est intéressant de constater que le contexte est le même. Le contexte, c'est celui des restructurations continues, à la fois du tissu économique, mais également de l'organisation administrative, avec notamment, je l'évoquais tout à l'heure, la mise en place de la REAT. La méthode qui sera suivie sera également identique, c'est-à-dire un processus de négociation initiale, débouchant sur un accord, et ensuite la reprise par la loi des points de convergence. Alors, cette convergence, rapidement, elle s'est opérée en ce sens que désormais, toutes les organisations syndicales, et ce n'était pas le cas avant dans la fonction publique, toutes les organisations syndicales, donc représentatives ou non, peuvent entrer en compétition lors des élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques, et ce sont les scores électoraux qui désormais déterminent la représentativité des syndicats. Donc, on a une convergence sur ce point. Mais, on le sait, c'est une transposition qui est inachevée, puisque quand bien même le législateur a déterminé les conditions, les règles de validité des accords collectifs, il ne leur a pas conféré de valeur juridique. On l'a déjà dit, c'est une réforme qui est donc restée au milieu du gué, mais c'est très intéressant de constater qu'au niveau contentieux, le Conseil d'État aujourd'hui ne peut que tirer les conséquences de ce caractère hybride ou en tout cas inachevé. En témoigne encore la dernière décision du Conseil sur ce point, si je ne me trompe pas, celle du 1er octobre 2013,
Fédération Interco, CFDT et autres. Alors dans cette affaire, pour mémoire, un protocole d'accord avait fait l'objet d'une opposition de certaines organisations syndicales, comme le permettent les dispositions transitoires de la loi du 5 juillet 2010. Et le Conseil d'État a jugé que la circonstance que le ministre intéressé aurait refusé de prendre en compte cette opposition au protocole d'accord, donc formé par une organisation syndicale, eh bien, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité le décret qui s'inspire des orientations de ce protocole. Sur le plan juridique, c'est imparable. Effectivement, c'est incontestable puisque le vice affectant la procédure à l'issue de laquelle un acte sans portée normative, je le répète, a été édicté, ne peut bien évidemment pas entacher d'illégalité un acte normatif pris ultérieurement par l'autorité compétente, même si cette dernière s'est inspirée du premier acte. Mais on le voit bien, la question se pose à terme de savoir si cette culture de la négociation, qui a été très fortement voulue par la loi du 5 juillet 2010 et par le législateur, et que le législateur visait à promouvoir, eh bien, est-ce que cette culture ne sera pas entravée par la réitération de solutions juridiques qui certes sont juridiquement fondées, mais qui sont en décalage total avec le processus réel aujourd'hui d'élaboration des normes. Enfin, dernière illustration. La dernière illustration porte sur la réorientation professionnelle. Alors, qui certes, j'ai cru comprendre, n'a toujours pas connu d'application, mais qui, je trouve, sur le plan de l'écriture juridique et du décalage entre les deux ordres, est assez significatif. La réorientation professionnelle, on le sait, c'est cette position nouvelle qui est dans laquelle le fonctionnaire peut être placé lorsque son emploi est susceptible d'être supprimé en cas de restructuration d'une administration de l'État. Alors, bien évidemment, cette position de réorientation professionnelle fait écho au licenciement pour motif économique qui existe dans le secteur privé. Mais là, ce qu'on peut constater, c'est qu'en termes d'écriture juridique, on a deux décalages, on va dire deux absents dans le décret qui a mis en œuvre cette position, lorsqu'on compare avec les garanties qui sont apportées non seulement par le droit du travail, mais aussi par le Code du travail, mais également par la jurisprudence de la Chambre. La première illustration, c'est que... Je parle évidemment sous votre contrôle, c'est que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la restructuration ou la réorganisation ne constitue pas en tant que tel un motif économique. La réorganisation ne constitue un tel motif que si elle est justifiée par des difficultés économiques, par des mutations technologiques ou par le caractère indispensable de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Et si l'employeur allègue des éléments qui ne peuvent se rattacher à aucune de ces considérations, eh bien le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Or, du côté de ce qui a été institué dans la fonction publique, la lettre de la loi, copiée d'ailleurs par le décret, conduit à faire de ce qui est considéré par la Cour de cassation comme la résultante première du motif économique, la restructuration, la cause justificative elle-même du recours à la position de réorientation professionnelle. Autrement dit, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, toute réorganisation décidée par l'employeur public est réputée trouver en elle-même sa justification et il est peu envisageable que le juge administratif déploie un contrôle approfondi des causes de la réorganisation à l'instar de celui qu'opère le juge judiciaire. Ça, c'est, à mon avis, le premier manque, en tout cas la première articulation non maîtrisée. Et toujours dans ce contexte de la réorientation professionnelle, manque, me semble-t-il, dans le décret, la question des critères d'ordre. Alors, critères d'ordre du licenciement côté droit du travail, ici critères d'ordre du placement en position de réorientation professionnelle. Alors, deux mots pour finir en termes de conclusion. D'abord, je trouve que pour un publiciste, ne manque pas de saveur le constat selon lequel si l'attractivité matérielle joue plutôt vers l'entreprise, l'attractivité juridictionnelle, elle, penche vers le juge administratif. Et deux exemples récents me semble aller en ce sens, c'est bien évidemment la loi sécurisation du 14 juin 2013 sur le contrôle des PSE, et puis l'actuel projet de loi relatif à la réforme des pouvoirs de l'inspection du travail qui crée ces nouvelles sanctions administratives et donc va donner au juge administratif un nouveau champ de compétences. Et pour finir, donc je laisserai conclure M. Marcel Pochard et je soumets ces propos à votre réflexion qui concentre, je crois, à merveille ce que j'ai tenté de vous dire. Nous pensons que cette approche doit prospérer et que l'articulation envisagée doit devenir notre boussole dans la perspective du schéma de Jean Rivero, notamment en dopant la fonction publique avec la dynamique d'un droit contractuel ou d'une séparation plus effective entre ce qui relève du statut et ce qui relève de l'emploi, en soumettant progressivement au même droit les agents qui, de part et d'autre de la frontière, exercent des tâches identiques, en rapprochant les droits sociaux, et que l'on ne nous taxe pas de vouloir instiller la précarité
ou les dérives de l'application du Code du travail dans la fonction publique, ou encore d'offensives libérales contre le statut. Ce n'est pas le sujet et ce ne serait que biaiser le débat. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette analyse particulièrement fine et qui a commencé sur un mode pessimiste et qui a fini sur un mode qu'il était beaucoup moins. Et je me faisais la réflexion en entendant le nom de Jean Rivero dans les derniers moments du propos. Je songeais à sa fameuse chronique au Recueil d'Alloz, vers la fin du droit de la fonction publique, en 1947, où il déduisait de ce que rétrospectivement on considère comme l'âge d'or du statut, c'est-à-dire la version statutaire de 1946, que c'était la fin, puisqu'il y voyait, via le principe de participation, un affaiblissement massif de l'autorité hiérarchique, via le développement notamment des commissions administratives paritaires. Et je me demandais si, alors que Georges Ripert explique que le juriste est par nature conservateur, si en fait le juriste ne serait pas par nature pessimiste. Et si on n'a pas tendance, à chaque période, les uns comme les autres, à idéaliser ce qui s'est produit 20 ou 30 ans auparavant et à imaginer que les pires turpitudes vont naître des réformes en cours. Et vous avez réussi, par cette tentative dialectique et de synthèse, à dépasser ce pessimisme qui serait celui du juriste par nature. Merci beaucoup. Le programme n'indiquant pas de pause et les orateurs ayant pris un temps parfaitement légitime pour exprimer leurs trois points de vue tout à fait intéressants, je propose que sans plus tarder, le président Stirn et le président Lakabarats vous succèdent et viennent nous présenter les visions, leurs visions au pluriel, contentieuses des rapports entre droit du travail et droit de la fonction publique, puis vous reviendrez tous les trois pour les nombreuses questions qui ne manqueront pas de vous être posées. Merci infiniment.